La pluie ne cessait de tomber depuis plusieurs jours et le trajet avait été rendu difficile du fait des intempéries. Cependant, Dorian et Titien affirmaient que c'était une bonne chose, car cela dissimulait leur passage et facilitait leur approche sans risque de Liville. Le groupe hétéroclite se trouvait à ce sujet à moins d'une demi-journée de marge de leur objectif et avait décidé de monter le camp dans un bois proche. L'endroit était surélevé et offrait un bon point de vue sur le village portuaire en contrebas. Ou du moins, Titien appelait cela un village, mais l'endroit semblait avoir bien grandi depuis la dernière fois qu'il y avait mis les pieds. Eh ben, il y a un an, il y avait 2-3 bicoques qui se battaient en duel, mais là, ça n'a rien à envier à Spikemoss ou Skiford. De quoi tu parles? Skiford est le chantier naval principal de Galar et une des plus grandes villes portuaires du pays. Spikemoss est le second, et c'est un comptoir en contact avec de nombreuses routes commerciales. Regardez, ils ont même construit un phare. On sent bien qu'Orvin a les moyens. Pourquoi mettre autant de ressources pour construire un port aussi loin de chez vous? Ce fut Azur qui répondit en fronçant les sourcils, imité par K qui s'amusait toujours à mimer les expressions de sa maîtresse tout en squattant son épaule. Les Galariens ont l'air de vouloir coloniser le monde entier. Ils s'installent des camps partout et ils pillent les régions où ils s'implantent. C'est une description assez correcte, tout du moins concernant Orvin et Fonderie. D'autres villes sont moins envahissantes. Sans vouloir vous vexer, c'est pas ce qui ressort des livres que j'ai lus. Bon, tiré en affirmant que Galar n'a pas une culture conquérante, mais la région n'est pas totalement unifiée, que ce soit politiquement ou culturellement. Vous faites référence à votre conseil? J'ai pas très bien compris le concept, mais il y a été fait référence plusieurs fois dans les bouquins. Titien ricana, autant pour lui-même que pour les difficultés qu'Azur venait de pointer du doigt, puis il amorça un semblant d'explication. Je pense que même certains galériens ne pigent pas totalement le principe, c'est à la fois un truc d'historien et de politicien. Mais pour faire simple, Galar est une fédération de villes indépendantes, en tout cas à l'origine. Suite à la Grande Guerre, les survivants de ces villes se sont unifiés et ont formé un conseil sous l'impulsion des 3 villes les plus puissantes du pays, Ickenham, Motorbay et Ludester. À cela s'ajoute Fondrive, une ville de Kalos, le pays voisin, suite à un traité. Vous parlez de la Grande Guerre comme d'un événement historique. Pour nous, ce ne sont que des légendes, et nous ignorions jusqu'à l'origine et les implications des régions concernées. Titien haussa les épaules, comme à son habitude, pour marquer son détachement quant à ces questions, puis il improvisa un semblant de justification. J'imagine que participer directement à la fin du monde, ça marque les esprits plus fortement que d'être un simple dommage collatéral dans une région lointaine. En tout cas, cette histoire est assez bien documentée chez nous. D'ailleurs, on a une sorte de passion pour les fins du monde quand on y pense. Il y a aussi ces fresques antiques sur la nuit noire et la légende de l'épée et du bouclier qui datent de quelques centaines d'années après la Grande Guerre. Azur coupa Titien dans son histoire, recentrant la conversation sur Fondrive. Vous avez parlé de Fondrive et de Kalos, c'est pas une ville galarienne? Ah oui, pardon, j'ai tendance à me disperser. Officiellement, Fondrive fait partie de la Fédération, mais elle n'est pas une ville galarienne à proprement parler. Après la Grande Guerre, le monde entier a subi les conséquences de l'arme suprême. Et parmi les victimes de ce carnage planétaire, Kalos a été le plus durement touché. Ils ont été la cible de cette arme? On l'ignore, mais Kalos a perdu son roi dans cette catastrophe et son pouvoir a été réduit en miettes. Ceux qui ont resté a vu d'un mauvais œil la formation du Conseil de Galar et a eu peur d'une invasion. Alors même qu'ils sortaient tous deux de la Grande Guerre? Oui, la peur était vivace vu leur état de faiblesse, mais Galar a choisi de couper court à ses craintes en offrant à Kalos une place permanente au Conseil. Ils choisirent d'un commun accord le village de Fondrive comme représentant. C'était un village insignifiant à l'époque. Pourquoi avoir fait ce choix? Je l'ignore, et il y a encore des débats entre historiens à ce sujet. Certains pensent que c'est pour limiter l'influence de Kalos au Conseil, d'autres au contraire pensent que c'est pour montrer que même un patelin paumé peut et doit avoir voix au chapitre. Et d'autres encore invoquent le symbolisme, car la région qui entoure Fondrive a été la zone la plus touchée par l'arme suprême. Azur caressa le museau de K, tout en observant la ville portuaire grouillant d'activité dans le lointain, et dont les lumières perçaient la bruine et l'obscurité causée par le déluge. Ils se sont bien rétablis, on dirait. C'était il y a plus de 1000 ans, ils ont eu largement le temps de profiter de leur position.
Aujourd'hui, malgré le désaveu de certaines villes, Fondrive est un des membres les plus puissants du conseil, et elle n'a rien à envier à Kickenham ou à Motorbay. Dorian se leva et quitta leur abri de fortune pour s'appuyer contre un arbre sous la pluie tout en observant la ville. Il se retourna alors vers la troupe. Non pas que vos histoires de politique ne m'intéressent pas, mais j'aimerais surtout savoir si vous avez un plan pour entrer dans ce port sans se faire remarquer. Titian salua de la main, passant avec un grand sourire tout en continuant sa route, et l'inconnu lui renvoya son salut d'un hochement de la tête hésitant, non sans exprimer une forme de confusion suite à l'échange impromptu. Dorian se pressa à côté du déserteur avant de l'interpeller avec verve. « C'est ça votre plan, entrer comme ça, visage découvert ?» Pourquoi, vous êtes déjà venu ici avant ? Évidemment que non. Ça tombe bien, moi ça fait 1 an que je suis pas venu, et même à l'époque ça n'a été qu'une halte. Autant dire que personne nous connaît ici. Essayez juste de ne pas avoir l'air suspect. Et on fait comment pour faire ça ? Je sais pas moi, marcher l'air décontracté. L'éclaireur réprima un grognement, tandis que le reste du groupe avançait tout en observant la ville. L'architecture locale ne ressemblait en rien à celle de Jocanto, et Magenta ne put se retenir de commenter les larges bâtiments à colombages. Vos maisons sont toutes en pierre comme ça ? C'est surprenant. Ça dépend des villes, mais oui, la pierre taillée et le torchis sont assez communs. A contrario, chez moi à Greenbury, on a pas mal de maisons en bois. Par contre, l'odeur laisse à désirer. Listre avait fait la remarque en retroussant le nez, car malgré la pluie battante, la rue était fortement embaumée par une odeur persistante d'excréments et d'urine. Titian eut l'air gêné et se gratta la tête. Tandis qu'il déambulait en direction du port, le groupe bigarré remarqua la présence d'un attroupement sur l'une des places de la ville, au centre de laquelle se trouvait une estrade, et où un homme haranguait la foule en tentant d'outrepasser le son de la pluie avec celui de sa voix. Intrigués, les cantoïdes jetèrent un œil à ce qu'il se passait, et constatèrent avec horreur qu'il s'agissait d'une vente aux enchères. Une vente aux enchères dont la marchandise proposée était composée de monstres. La foule était presque aussi bruyante que le harangueur qui braillait sur son estrade. Les gens s'affrontaient à coups d'offres pécuniaires pour l'acquisition des monstres en exposition, que le bruit et l'environnement rendaient particulièrement nerveux. Plusieurs d'entre eux frappaient les barreaux d'acier de leur cage avec colère ou panique, et nombreux étaient ceux à montrer des traces de blessures anciennes ou récentes. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est une vente aux enchères. La capture et la chasse gardée du gouvernement, mais rien n'interdit aux gens de posséder des monstres. Alors forcément, il y a tout un marché alternatif pour en acquérir. Ce type est un soldat d'Orvin ? Pas forcément. La contrebande est assez commune dans les colonies. C'est impossible de tracer la provenance d'un monstre ou de sa balle en dehors de Galar. Alors pas moyen de faire la différence entre un monstre acquis de manière légale ou dans une vente au marché noir. Pourquoi réglementer la capture des monstres ? C'est pourtant évident. Cela permet au conseil de garder le monopole de la violence, au moins en partie. C'est d'ailleurs pour éviter qu'une seule personne accumule trop de puissance que les conseillers ont voté l'interdiction aux civils de posséder plus de 6 monstres. Par le passé, on avait des groupuscules possédant littéralement des armées de monstres, et il y a eu plusieurs tentatives de coup d'état. Le groupe observa la vente qui suivait son cours aux yeux et aux vues de tous, et Titian ajouta : Mais comme dit, les colonies ont une justice beaucoup plus souple, et les contrôles sont moins stricts qu'à Galar, même si ça dépend de l'administrateur en charge. On dirait bien qu'Orvin est plutôt coulant à ce sujet. Orvin n'en a rien à faire des colonies. Pour lui, ce n'est qu'un moyen d'accumuler des ressources et du pouvoir. Les comptoirs administrés par Fondrive sont réputés pour être des zones de non-droit. Et personne ne dit rien sur ça ? Il y en a, mais ils sont minoritaires. Et comme Galar profite d'une part du gâteau, la plupart des représentants et des conseillers préfèrent fermer les yeux et laisser courir. J'apprécie de plus en plus votre pays. Et encore, je t'ai pas encore parlé des stades et des combats d'arène. Tandis que la discussion suivait son cours, Dorian fit quelques pas en avant pour s'éloigner du groupe, fixant l'une des cages sur le présentoir de bois. Cela attira l'attention d'Azur qui coupa court à l'échange avec Titian pour rejoindre l'éclaireur dont le visage s'était barré d'une expression troublée. « Y a un problème, Dorian ?» L'homme fit un mouvement du menton en direction de l'une des cages où se trouvait un monstre vert à l'apparence insectoïde et qui s'acharnait à frapper les barreaux de sa prison avec ses avant-bras en forme de faucille. Il fallut un moment à Azur pour comprendre la raison du trouble de Dorian, et elle mit le doigt dessus en même temps qu'il explicitait ce qu'il avait sur le cœur tout en sortant une balle de sous sa tunique. C'est un de ces monstres qu'on a récupéré dans le camp d'Orvin. Tu es sûr que c'est lui ? Ça pourrait juste être un monstre de la même espèce. La conversation attira le reste du groupe, et Dorian continua de fixer le monstre totalement fou furieux qui se débattait sans résultat contre son entrave de fer. Non, c'est lui, j'en suis sûr, je reconnais son regard. Pas de chance, sa liberté n'aura pas duré longtemps. Plus qu'à espérer pour lui qu'il tombe sur un nouveau maître moins strict qu'Orvin. Même si ça risque d'être compliqué de le vendre sans sa balle. Titian avait secoué la main comme pour se débarrasser du sujet, et il s'éloigna en faisant mine de vouloir continuer sa route, mais s'arrêta à mi-chemin, constatant que personne ne le suivait.
Les gens, le port c'est par là-bas, hein. Oh, vous m'écoutez? Magenta leva les yeux vers son aîné avec une mine inquiète. « On ne va pas le laisser là, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ce risque. » Le garçon baissa les yeux sans savoir quoi penser. Il savait pourtant bien que dans leur situation, ils ne pouvaient pas courir le risque de se faire remarquer, surtout pas avant d'en savoir plus sur le destin de leurs amis disparus, et encore moins avant d'avoir pu rejoindre Galar. Bistre et Azur observèrent l'homme à leur tour, sans offrir la moindre attention à Titian, qui tentait de les interpeller de loin avec des signes de la main. Hey, faut perdre cette habitude de m'ignorer quand je parle, hein. Tu vas quand même essayer de l'aider, je le vois à ton regard. Tu me connais bien, Bistre. Je te pratique depuis ta naissance, et je sais que tu peux être têtu, un peu comme un autre que je connais. Le regard du vieux forgeron se posa sur Magenta, et celui-ci se tendit, ne sachant pas si cette affirmation tenait du compliment ou du reproche. Azur soupira. Sauf que ce coup-ci, on peut pas céder à ce caprice, on doit se dépêcher, chaque heure qui passe diminue nos chances de retrouver nos amis. Tu as raison, il faut continuer les recherches et trouver un bateau en partance pour Galar. L'adolescente se sentit soulagée par la lucidité et la réponse pragmatique de l'éclaireur, et ce soulagement se changea en stupeur quand l'homme continua sans cesser de fixer le monstre des yeux. Continuez les recherches sans moi, je vous rejoindrai plus tard. Quoi? Mais t'es malade? On va pas se séparer maintenant en territoire ennemi? Ka faillit tomber de l'épaule d'Azur dans la surprise, et le cri de sa maîtresse fit se retourner une paire de badauds qui l'observèrent avec un air confus. Celle-ci leur afficha un sourire gêné et quelques excuses en galaréen, tout en repositionnant son petit compagnon déséquilibré sur son épaule, ce qui sembla suffire pour obtenir leur désintérêt. La jeune femme continua alors entre ses dents. T'as pas le loisir de faire du sentimentalisme. Mais Azur, on peut pas laisser ces monstres comme ça, ce serait immoral. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Je suis d'accord avec Azur, on ne devrait pas se séparer, mais je sais aussi que Dorian et Magenta ne changeront pas d'avis aussi facilement, alors nous sommes dans une impasse. Titian les rejoignit enfin en trottinant sous la pluie et les interpella à nouveau sans comprendre ce qu'il se passait. C'est quoi ces messes basses? Je suis pas invité à la fête? Azur pesta à nouveau. Faites ce que vous voulez, mais moi je vais avec ce type. Elle attrapa la manche de Titian et le tira pour l'éloigner du groupe, furibonde. Dorian l'observa prendre de la distance, impassible, tandis que la pluie continuait de battre ses épaules et son front. Magenta se posta à côté de l'éclaireur, et Bistre se tourna vers lui avant de prendre la parole. Je vais la rejoindre. Tu es sûr de ce que tu fais? Non, je ne le suis pas. Orvin fixait le port depuis la fenêtre de sa cabine, la main posée sur le carnet de cuir qu'il avait reposé sur son bureau quelques instants auparavant. Oliville était couverte par le tambourinement incessant de la pluie et le grondement sporadique du tonnerre dans le lointain. Quelqu'un toqua à sa porte et se permit d'entrer sans que le conseiller ne daigne reporter son attention de la ville pour le nouveau venu. Le capitaine dit que nous partirons demain dans la matinée. Très bien, qu'en est-il de la cargaison pour Cromlac? Elle est partie ce matin et devrait arriver à destination sous quelques jours. Je suis d'ailleurs étonné que vous ne soyez pas du voyage. Je me suis éloigné trop longtemps de Galar. Il est important de montrer à mes truculents collègues que j'existe toujours, et j'aimerais m'assurer de l'ambiance générale du conseil. L'officier hésita un instant, ne sachant pas trop comment aborder le sujet. Puis voyant que son maître continuait de fixer la vue depuis sa fenêtre, elle prit son courage à deux mains et acheva son rapport. Nous n'avons toujours pas retrouvé la trace des fuyards. L'enquête montre qu'en plus des Cantoïtes, un de nos anciens sergents fait partie des évadés. Titian, comme c'est incommodant. Orvin avait parlé d'un ton calme, il se souvenait de cet homme. Un soldat avec un bon dossier, bien qu'entaché de quelques insubordinations. Il avait rejoint l'expédition comme plusieurs autres Galaréens. Rien de plus normal, le conseil affectait régulièrement des hommes et des femmes aux opérations en cours, et il n'avait eu d'autre choix que de les accepter pour ne pas éveiller les soupçons. Cela avait été d'ailleurs un véritable calvaire de se débarrasser d'eux, et il avait perdu plusieurs de ses propres hommes pour couvrir leur élimination progressive dans des accidents montés de toutes pièces. La traque de ces deux monstres lui avait été d'une grande aide en ce sens. La plupart des Galaréens y étaient morts, et quelle agréable surprise eût été de voir cet homme déserter et lui offrir un moyen de l'écarter tout en réduisant son quota de pertes. Mais qui aurait pensé que celui-ci parviendrait à échapper ainsi à son destin de bagnard? Il n'est pas un problème, il a été accusé de trahison et de défection, et il ne sait rien de véritablement compromettant, si tant est que quelqu'un daigne prêter l'oreille à un déserteur. Orvin caressa la couverture du carnet de Magenta, posant son regard sur le cuir usé avec une froideur et une irritation contenue qui fit tressaillir la femme en armure.
Je suis cependant légèrement contrit par l'absence de résultats concernant les Cantoïtes. Je reste persuadé qu'ils auraient pu nous être utiles. L'homme observa la ville avec aigreur, essayant d'imaginer où pouvaient bien se trouver ceux qu'il convoitait, en particulier cette jeune femme. Il ne savait dire pourquoi, mais elle l'intriguait, tout comme son frère. Il avait d'abord mis cela sur le compte de l'attirance physique, mais il se rendait compte à présent qu'il y avait quelque chose de plus profond dans son intérêt pour elle, comme une impression de nostalgie. Son officier le coupa dans sa réflexion. La région est vaste, et ils ont l'avantage du terrain. Ils peuvent être n'importe où alors qu'il est. Azur éternua avant de se frotter le nez et de renifler, ce qui arracha un commentaire à Titian. On dirait que quelqu'un parle de vous. Ou alors je me suis juste enrhumé à force de me balader sous la pluie. Pas d'inquiétude, vous allez pouvoir vous réchauffer sous peu. L'homme accompagna son discours par un mouvement de la main pour indiquer une bâtisse un peu isolée sur les docks, à l'apparence misérable, mais apparemment animée de vie. Cette vue pittoresque fit tiquer Bistre. Quel est donc ce coupe-gorge? Un établissement tout à fait respectable et tenu par un ami. Enfin, je crois. Azur et Bistre échangèrent un regard mélangé de suspicion et d'incrédulité, mais cela n'arrêta pas le galaréen qui poussa la porte de l'auberge avant d'y entrer. L'endroit était bruyant et odorant, dans une combinaison étrange de poils mouillés, d'alcool et de gruau. De nombreuses personnes étaient attablées, buvant de lourdes chopines de bière ou d'autres boissons alcoolisées, le plus souvent accompagnées de plats indéfinissables. Certains avaient des monstres à leur côté, et chacun semblait parler d'une voix plus forte que le précédent, dans un brouhaha permanent qui fit hésiter les deux Cantoïtes à franchir le seuil. C'est juste une porte, hein, ça s'utilise comme ça. Titian effectua un pas de côté alterné entre l'intérieur et l'extérieur, accompagné de gestes explicites de la main, comme pour illustrer de manière a priori peu complexe la façon d'entrer dans un bâtiment. Après un instant supplémentaire d'hésitation, Azur et Bistre acceptèrent de pénétrer dans ce lieu de perdition, non sans afficher une pointe d'inquiétude compréhensible. Titian sembla satisfait de la prise d'initiative forcée de ses deux camarades, puis il fendit la foule pour rejoindre le bar et accoster l'une des serveuses avant de lui parler et de les pointer du doigt. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de rester avec Dorian. Vois le bon côté des choses, au moins on est au sec. Azur grimaça en observant le sol de bois si boueux qu'il n'aurait pas dénoté dans un marais, et l'ambiance sembla mettre K suffisamment mal à l'aise pour qu'il quitte son épaule, afin de se rouler en boule dans ses bras. La serveuse les aborda alors de manière étonnamment polie et courtoise, avant de les conduire à une table un peu plus en retrait, où les attendait déjà Titian, une chope à la main. Une fois assise, la jeune fille ignora la boisson posée devant elle, et se contenta de fixer Titian sans cacher son sentiment d'incompréhension. Bistre s'attela alors à y mettre les mots. Que faisons-nous ici? Pour commencer, boire un coup. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas bu une bonne bière. Et ensuite? Titian, ville gredin, si je m'attendais à te voir là. La voix bourrue de l'homme avait percé le vacarme ambiant, et le déserteur se leva pour accueillir le nouveau venu dans une accolade amicale, un peu trop virile du point de vue d'Azur. Le tenancier était massif, avec un crâne dégarni, des rouflaquettes inégales et une hygiène approximative. Il se tourna quelques secondes vers Bistre et Azur avant de retourner son attention sur Titian. Qu'est-ce que tu nous amènes? J'ai entendu dire que t'avais été mis au trou, mais t'as l'air de plutôt bien le vivre. C'est une longue histoire, de celle que tu adores écouter et que je déteste raconter. L'homme appuya sa large main sur l'épaule de Titian avant de s'asseoir à table. Il se caressa ensuite le menton tout en observant le trio hétéroclite autour de lui et répondit. J'imagine que ça a un rapport avec ces deux-là. On a l'habitude de voir passer des Jotoïtes en ville, mais j'ai l'œil, et ceux-là me paraissent trop paumés pour être du coin. Moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. Oh pardon, je vous présente Jasper, c'est un ami de longue date. Lui et moi, disons qu'on a fait du commerce ensemble il y a des années. Du commerce, hein? Oui, c'est ça, deux honnêtes commerçants. Je ne sais pas si c'est le terme honnête ou commerçant qui me perturbe le plus. Jasper eut un rire gras à la répartie, puis il reprit son sérieux presque instantanément avant de fixer Titian. Celui-ci avala une gorgée de sa chopine avant de demander. J'ai besoin de ton aide, Jasper. Je m'en doute, t'es pas le genre à venir juste pour dire bonjour, mais je sais pas si je pourrais, ça dépendra de ce que t'as besoin. J'ai besoin d'un battant en partance pour Galar. Désolé, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Mais parce que ça se voit que t'as même pas de quoi me payer ces 3 bières. Écoute Titian, je sais pas ce que t'as encore fait, mais y a des gens qui te cherchent. Et quand je dis des gens, je veux dire le gratin. Faudra pas longtemps pour que ça se sache à Oliville. C'est justement pour ça que j'ai besoin d'un bateau. C'est pour ça que tu devrais te planquer, oui. Trouve-toi un petit village de pêcheurs, pose-toi et fais-toi oublier pendant quelque temps. Regarde, t'as déjà trouvé des pecnos, t'as qu'à t'inviter chez eux. On a plus de chez nous, et on a aussi besoin d'aller à Galar. Je comprends bien, gamine, mais moi je peux rien faire sans pognon. Allez Jasper, regarde sa bouille de miséreuse, elle te fait pas pitié? Tu laisserais vraiment tomber ces deux pecnos sous son quart mort? Titian avait saisi la mâchoire d'Azur et lui pressé les joues dans une moue pour accentuer son propos,
Elle se dégagea d'un balayage du bras et voulut s'insurger face au contact physique non désiré et à l'insulte, mais Jasper ne lui en laissa pas l'occasion. « Je suis désolé, Titian, mais je suis pas magicien. Personne ne vous prendra à son bord sans Galarion, et tu le sais très bien. » « Mais il est sur ma note, je demanderai à Beryl de te payer. » « Mais tu me prends pour un con qui avancerait de l'argent à type recherché, et à toi en plus !» Azur écouta la conversation, puis eut une illumination. Elle fouilla dans son kimono sous le regard intrigué de Kai et de Bistre pour en sortir sa sacoche. Elle en retira les morceaux de la sphère brisée qu'elle avait découverte dans la montagne, il y a si longtemps maintenant que ce souvenir semblait appartenir à une autre personne. Cela attira l'attention de Jasper, et cette attention se mut en intérêt quand elle ouvrit la capsule indéfinissable pour en retirer son cristal d'énerquartz. « Combien est-ce que ça vaut ?» Jasper eut un sourire en coin, avant de jeter un regard entendu à la jeune fille. « Plus que la parole de ce gredin, en tout cas. » Dorian observait la scène depuis un recoin, les bras croisés, abrité de l'appui sous la corniche d'un bâtiment. Magenta, pour sa part, se tenait à ses côtés, perplexe quant à l'attitude de son camarade. « Tu ne veux pas agir ?»« Pour faire quoi ? Monter sur l'estrade et rappeler le monstre dans sa balle ? On se ferait arrêter immédiatement. »« Mais qu'est-ce qu'on va faire s'il se fait vendre ?»« On suivra l'acquéreur, c'est pas compliqué. Le monstre ne pourra pas être enfermé dans une balle si on en croit ce que Titian nous a expliqué. Il est lié à celle-ci, cela signifie que quand il bougera, il le fera forcément dans sa cage. » L'explication de Dorian semblait logique, et Magenta se sentit un peu bête d'avoir posé la question. Il n'était pas à l'aise dans cet environnement étranger, et le stress ajoutait à son malaise. De fait, le jeune homme admirait silencieusement le calme dont faisait preuve Dorian dans cette situation. La foule commença à se disperser, ne laissant que quelques curieux observant les monstres restants. La plupart d'entre eux avaient trouvé preneur, mais celui de Dorian demeurait, visiblement épuisé à force de marteler sa cage. Comment il s'appelle celui-là déjà ? Magenta fouilla dans les papiers de son sac pour trouver les informations que les Galariens avaient compilées sur le monstre insectoïde. D'après le document, il s'appelle Sutolaiku. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? Je viens de le remarquer, mais ces noms sont pas en galarien, non ? J'en sais rien, ma compréhension de leur langue est assez approximative, tu sais. Magenta ignora son questionnement, se gardant en mémoire de poser la question à Titian plus tard. Puis dans l'instant, il se contenta de suivre Dorian, qui s'était remis en marche, l'air de rien, pour se mettre à portée d'oreille de ce qui se disait sur l'estrade. Un homme opulent semblait contrarié et se lamentait avec l'un de ses employés. « Bon sang, on ne s'en débarrassera jamais. Personne ne veut acheter un monstre insensible aux balles. » L'homme attrapa une balle dans l'une des caisses avant de la lancer au visage du monstre de dépit. L'objet ne fit que rebondir sans effet, provoquant la colère de la créature et une nouvelle volée d'injures en galaréen que Dorian ne comprit que partiellement. Ce n'est pas normal. Habituellement, même les monstres les plus résistants à la capture entrent dans la balle avant de la faire exploser. Mais là, elle ne réagit même pas à sa présence. Vous êtes sûr qu'il est sauvage ? Certain. Il a été capturé dans la nature par l'un de mes meilleurs braconniers. Il a encore la trace du piège sur sa patte, regarde. Le jeune homme s'approcha pour constater la chose, mais cela provoqua l'ire de Sutolaiku, qui tenta de le faucher au travers de ses barreaux. L'employé tomba à la renverse, se tenant la joue de stupeur et remarquant l'estafilade profonde qui teintait sa main de sang. Le marchand de monstres s'esclaffa à cette vue. Tu vois, raison de plus pour dire qu'il est sauvage. Son agressivité n'a pas l'air d'être atténuée par l'effet d'une balle. Qu'est-ce que vous allez en faire du coup ? Personne ne prendra le risque d'entraîner un monstre aussi violent sans une balle pour le contrôler. On le tuera si je l'ai pas refourgué d'ici demain soir, et je vendrai les morceaux à un apothicaire. Ce sera une perte sèche, mais au moins je récupérerai un peu du salaire des chasseurs qui me l'ont refilé. Magenta se raidit à ses paroles, et Dorian le calma en lui posant une main sur l'épaule. Ne restant plus que sur la place, tandis que les derniers curieux s'éloignaient, ils attirèrent inévitablement l'attention du vendeur de monstres. « Eh, les deux étrangers, là, vous voulez pas acheter ce monstre ? Je vous vois le fixer depuis avant. » »« Non, nous ne sommes pas intéressés. » Dorian tourna les talons, incitant Magenta à faire de même, alors qu'ils entendaient l'homme proférer des insultes racistes contre le manque de moyens des autochtones. Sans s'en préoccuper, les deux cantoïdes prirent le couvert d'une rue, de laquelle ils gardaient une bonne vue sur la place. Ils attendirent là que l'étal soit déchargé et que la cage et les quelques caisses ne soient embarquées sur un chariot tiré par des monstres. Une fois ceci fait, Dorian amorça la traque à bonne distance avec Magenta. « Ils vont pas sortir de la ville, j'espère ?» « Je ne pense pas. Il parlait de vendre ce monstre à un apothicaire. Je vois pas l'intérêt de le faire ailleurs qu'ici. De toute façon, si c'est le cas, nous ne pourrons pas les suivre. On ne peut pas quitter la ville. » Fort heureusement, la route ne fut pas longue, et la carole s'arrêta dans un entrepôt sur les quais, où depuis leur cachette improvisée, le duo put observer le déchargement. L'endroit était rempli de cages vides, pour la plupart, et on pouvait voir de nombreuses caisses a priori remplies de balles.
On dirait bien que Titi en avait pas tort en disant que les réglementations étaient souples, mais t'as vu que la plupart de ces balles ne sont pas vides. Tu penses? Mais comment ils se les sont fournis? Je l'ignore, j'imagine par un réseau de contrebande, rien de tout ça ne me paraît légal. L'hypothèse se confirma quand un groupe d'inconnus déboula avec un nouveau chariot portant une paire de cages où étaient enfermés 2 monstres. L'un d'eux, de petite taille, ressemblait à un rongeur, l'autre à l'apparence bovine enchaînait les ruades pour s'échapper et frapper les barreaux de ses cornes épaisses. Cet étalage d'agressivité ne sembla pas déranger les nouveaux venus, qui allèrent directement à la rencontre du vendeur de monstres. Il y eut un échange fugace, trop lointain pour être audible. Une paire de sbires attrapèrent des masses avant de s'approcher des cages et de rouer la grande créature de coups. Celle-ci sembla redoubler de colère, mais la fatigue et les impacts violents vinrent rapidement à bout de sa hardiesse, et elle finit par s'affaisser dans sa cage, pantelante. Ce fut cet instant que choisit le vendeur de monstres pour utiliser l'une de ses balles et capturer la créature affaiblie. Le second monstre n'eut malheureusement pas autant de chance, car après un moment d'hésitation, le vendeur sembla statuer sur quelque chose, avant de se désintéresser du petit rongeur. Apparemment dépités, les chasseurs saisirent la cage avec colère avant de simplement la jeter dans la baie, faisant disparaître son petit prisonnier dans l'eau sombre. Cette vision horrifia Magenta. Mais c'est horrible, ils ont noyé ce pauvre monstre sans raison et ils ont massacré l'autre. J'imagine qu'ils n'avaient pas suffisamment de valeur pour eux et qu'ils ne voulaient pas s'en encombrer. Mais quand bien même, on tue les monstres pour les manger et se défendre. Là, c'était juste de la cruauté gratuite. Les 2 groupes échangèrent des politesses et les braconniers quittèrent les lieux en emportant une petite bourse avec eux, certainement leur salaire. La porte du hangar se referma alors, dissimulant ce qu'il s'y passait aux yeux des 2 espions improvisés. Et après un moment, Dorian décida de se mettre en marche, instruisant Magenta de son plan. Je vais essayer de passer par l'une de ces fenêtres. Si l'accès est libre, j'entre et je récupère ce Tolaiku. Ouais, je vais l'appeler Strike, ça te va? Bref, je le récupère dans sa balle et on se taille sans faire de vagues, puis on rejoint Azur et Bistre. Je fais quoi, moi? Toi, tu restes dehors, près de la fenêtre, et tu montes la garde. Je guetterai un signe de ta part en cas de problème, et si jamais ça se corse, tu te barres et tu vas chercher ta sœur. Pas d'héroïsme inutile, t'as compris? Le garçon hocha de la tête et le duo s'attela à appliquer ce plan. Fort heureusement, ce coin des docks semblait bien moins vivant que le reste du port, certainement un argument de choix qui avait guidé son propriétaire au moment de l'acquérir, mais qui offrait toute la latitude nécessaire à un éclaireur aussi doué que Dorian pour s'approcher en toute discrétion. Celui-ci guida Magenta dans une petite ruelle sombre remplie de caisses vides, de palettes et de détritus, avant de monter dans la hâte un petit monticule afin d'accéder à la fenêtre. Tiens, évidemment elle est fermée. Tu vas y arriver? On verra bien, ça sert à rien de se dire le contraire de toute façon. Dorian attrapa une barre de fer usée parmi les déchets et jaugea de son poids et de sa solidité avant de jeter un œil à l'intérieur du bâtiment afin de s'assurer que personne n'était là. L'endroit était sombre, mais il ne constata rien d'autre que les cages, les caisses et les quelques monstres prisonniers vus tantôt. Mais l'éclaireur fixa l'étage surplombant l'entrepôt avec inquiétude. On dirait que le blond et son sbire ne sont pas là, ils doivent être à l'étage. Si j'arrive à ouvrir ce truc sans faire de bruit, ça devrait le faire. Il s'attela à chercher une lacune ou une brèche dans la jointure pour y insérer la barre de fer. Puis quand enfin il y parvint, après quelques minutes de tentatives infructueuses, il fit levier et brisa le cadre de bois. Reste là et sois vigilant, je fais vite. L'homme sauta avec souplesse dans l'enceinte, avant de pousser quelques caisses pour s'aménager une voie de repli vers la fenêtre brisée. Malheureusement, son action provoqua l'agitation des quelques monstres en cage qui perçurent sa présence, et certains se mirent à grogner ou à frapper leur prison en réaction. Dorian pesta et accéléra le mouvement, avant de se rapprocher de la cage de Strike, qui ajouta au brouhaha général quand il vit le nouveau venu réduire la distance avec lui. Le monstre était couvert de poussière métallique et ses pieds cerclés de copeaux d'acier, à force de frapper les barreaux de sa prison. « Du calme, je suis là pour t'aider. » Mais les mots de l'éclaireur ne semblèrent pas atténuer la colère de la créature, qui tenta de le frapper à travers les barreaux. Concentré sur le fait de ne pas se faire trancher un bras par mégarde, Dorian ne vit pas les gestes paniqués de Magenta à son encontre, et ce fut le bruit d'une porte qui s'ouvre qui le fit se jeter à couvert, juste au moment où il saisissait sa balle pour récupérer Strike. La lumière d'une lanterne illumina l'endroit de manière approximative, accentuant certaines ombres, tandis que le sbire du vendeur descendait les escaliers grinçants avec une mine confuse et suspicieuse. « Vos gueules, sale bête, pourquoi vous braillez comme ça ?» L'homme balayait la zone de sa lampe, et il fronça les sourcils quand ses yeux se posèrent sur la fenêtre brisée de l'entrepôt. L'homme surpris changea son attitude désinvolte par une sombre concentration quand il vit les morceaux de verre brisés et le cadre de la fenêtre fracturé. Les monstres alentours continuaient de s'exciter dans l'obscurité alors qu'il balayait la zone avec sa lanterne, cherchant une activité suspecte dans l'entrepôt.
Magenta s'était instantanément baissé pour sortir du champ de vision du sbire, à l'instar de Dorian qui se dissimulait derrière une pile de caisses immobile dans les ombres. L'homme fit un tour sommaire de la pièce avant de grimper la pile de caisses sous la fenêtre pour jeter un œil à l'extérieur, mais il ne vit rien. Magenta, l'ayant entendu arriver, avait eu la présence d'esprit de se cacher sous les détritus, et le sbire redescendit avant de cracher par terre, bredouille. « Fais chier, avec ça je suis bon pour faire un inventaire demain pour voir ce qu'on nous a volé. » Il se tourna vers Strike et mit un coup de pied dans la cage en gardant ses distances, ce qui accentua encore la colère du monstre. « Krista, tu veux te battre ?» L'homme frappa à nouveau la cage en se moquant de la créature. « Je vais me faire un plaisir de te crever demain soir, tu vas morfler pour la balafre que tu m'as faite, mais en attendant je vais te brûler un peu pour t'apprendre le respect. » Le monstre siffla à l'attention de son tortionnaire qui ne vit pas l'ombre se détacher des ténèbres pour le contourner. Strike stoppa ses ruades quand son regard se posa sur Dorian qui s'approchait dans le dos de l'homme, et celui-ci eut une mimique intriguée face au changement d'attitude de la créature. La présence de l'éclaireur raviva la nervosité des autres monstres, juste à temps pour attirer l'attention du sbire qui se retourna pour faire face à son agresseur penaud. Mais ce fut malgré tout Dorian qui eut l'initiative du premier coup, frappant sa cible à la mâchoire. Cependant, ses attaques suivantes ne firent pas mouche, et son adversaire parvint à parer et à esquiver ses assauts violents. Il laissa tomber sa lanterne sur le sol, dont l'huile enflammée se répandit, et il fut repoussé contre la cage de Strike, manquant de se faire empaler par les faux du monstre, et s'esquivant au dernier instant pour faire face à Dorian. « Bordel, mais t'es qui, connard? Je sais pas ce que tu fous là, mais je vais te crever !» Le cercle de flammes accentuait la dramaturgie de la scène, et Dorian s'était mis en garde, prêt à en découdre. Il était sorti de son couvert de manière impulsive, suite à la menace du sbire envers Strike. Celui-ci observa l'inconnu devant lui, essuyant le sang qui coulait de sa bouche et constatant avec colère qu'il avait une dent fêlée. La posture impassible de Dorian, couplée à la douleur, renforcèrent son exaspération. « Tu cognes dur, enfoiré, mais je crois que t'as pas pigé un truc. Dans un combat, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le mieux armé. » L'homme attrapa une sphère à sa ceinture et la jeta devant lui en invoquant un monstre humanoïde à la peau grise, au crâne couvert de lourdes crêtes et à la musculature impressionnante. Dorian la dépassait d'une tête, mais la créature inspirait malgré tout une profonde sensation de menace. « Vas-y Goriki, défonce-moi ce con !» La chose se rua instantanément vers Dorian et frappa du poing dans sa direction. Celui-ci voulut bloquer l'attaque, mais se rendit compte au dernier moment de l'ineptie de cette idée quand il se jeta sur le côté pour esquiver. Le coup frappa une caisse de matériel qui explosa à l'impact et dont les débris furent projetés contre le mur de l'entrepôt. L'éclaireur, encore au sol, fixa en pantelant de stupeur le mur de pierre fracturé par le choc, et le monstre se retourna alors vers lui en montrant les crocs. « T'as bien fait d'esquiver, Goriki est capable de soulever un chariot d'un seul bras, si t'avais touché il t'aurait réduit en miettes. Mais t'inquiète pas, on va arranger ce petit contretemps. » Goriki se rua à nouveau vers Dorian, qui effectua une nouvelle roulade, quand le poing du monstre fracassa le sol à sa précédente position, n'y laissant qu'un cratère d'impact. Les coups suivants le manquèrent également de justesse, sous les rires brutaux du sbire, qui savourait a priori ce petit jeu du chat et de la souris. Éreinté, Dorian se mit en garde, plus par réflexe que par réelle utilité, et il tenta de reprendre son souffle. Pour toute réaction, le monstre s'approcha de lui en roulant des mécaniques dans une posture menaçante, et l'éclaireur épuisé sentit qu'il atteignait les limites de son endurance. Il fit un léger pas de côté, attirant l'attention de son adversaire, et ouvrit légèrement sa garde, ce qui eut pour effet immédiat de provoquer l'attaque de Goriki. Le poing fusa et frappa avec une violence inouïe, brisant la porte d'acier de la cage de Strike au moment où Dorian s'était jeté une nouvelle fois sur le côté. Totalement vidé de ses forces, l'éclaireur esquissa un petit sourire en constatant le regard surpris et nerveux du sbire, quand celui-ci comprit ce qu'il venait de se passer. Soudain, comme un éclair, Strike jaillit de sa cage, frappant instantanément Goriki qui recula d'un pas dans un grognement quand du sang gicla de son avant-bras lacéré. « Alors, est-ce que tu seras suffisamment armé contre ça ?» La pique fit mouche et l'homme paniqué s'énerva. « Qu'est-ce que tu crois? Goriki est un monstre entraîné, il perdra pas contre cet insecte de pacotille !» Comme en réponse à l'affirmation du sbire, Strike poussa un cri de défi à l'attention de Goriki. La lueur des flammes alentour se reflétant sur la poussière d'acier incrustée sur sa peau verte et rugueuse. Le monstre de combat répondit à l'invective en chargeant son nouvel adversaire, mais le coup frappa dans le vide quand celui-ci déploya ses ailes membraneuses pour se propulser sur le côté et le taillader à la cuisse. Cela accentua encore la colère de Goriki qui continua de frapper de toutes ses forces à une vitesse décuplée. Mais chaque nouvelle attaque manqua sa cible et occasionna une nouvelle entaille à un endroit différent de son anatomie. Pantelant, Goriki recula jusqu'à son maître en cherchant des yeux son opposant à la vitesse irréelle. Et la panique dans le regard de son monstre provoqua une poussée de colère chez le sbire qui attrapa une lourde seringue dans une des caisses proches.
Sans un instant d'hésitation, il enfonça dans le bras de sa créature, dont les pupilles se dilatèrent instantanément. « Allez, bats-toi, boulet! Cette drogue va te filer ce qui te manque en vitesse, alors bute-moi, scaphandre !» Les muscles de Goriki tressaillirent et se couvrirent de veines épaisses quand, dans une impulsion, il se jeta vers Strike. Cette fois-ci, l'insecte ne parvint pas à esquiver le coup qui le frappa de plein fouet, le renvoyant dans sa cage qui explosa à l'impact en soufflant les flammes alentours, soulevant un épais nuage de poussière et de copeaux de bois. Dorian grimassa en se redressant tant bien que mal, constatant que l'avantage avait une nouvelle fois changé de camp. Goriki le fixa alors, une bave épaisse écumant de ses babines retroussées, poussée hors de sa bouche par sa respiration rauque et brutale. Dorian se sentit flancher sur ses appuis. Ses yeux se portèrent sur la silhouette de Magenta qui s'apprêtait à entrer par la fenêtre, saisissant la balle de mèche dans sa main dans une volonté manifeste d'aider l'éclaireur en difficulté, et celui-ci le stoppa net. « Magenta, fous le camp !»« Mais Dorian, tu peux rien faire contre cette chose, et Mèche non plus, va chercher Azur !»« On dirait que les cafards grouillent de partout, t'inquiète pas, quand Goriki en aura fini avec toi, il ira aussi écraser ton petit copain. » Le monstre musculeux poussa un hurlement terrifiant et chargea Dorian, qui fixa son bourreau dans les yeux, prêt à accueillir son destin. Mais sa vue se flouta quand l'espace devant lui s'assombrit et qu'une silhouette inconnue s'interposa. Il eut le fracas d'un impact lourd contre l'acier et il sentit le sol trembler sous ses pieds avant de comprendre ce qui était arrivé. Un monstre rouge et noir à la carapace teintée de reflets métalliques avait encaissé l'attaque de plein fouet en croisant ses immenses pinces aiguisées devant lui. Dorian tomba à la renverse de stupeur et le nouveau monstre tourna la tête vers lui, croisant son regard. Un regard fier et fort dont il reconnut l'origine. Strike. Goriki se dégagea avant de pousser un nouveau cri de rage et de charger vers le monstre d'acier. Son poing frappa dans le vide et ses yeux aux pupilles dilatées s'écarquillèrent quand son bras tomba au sol dans une gerbe de sang. Il y eut alors un nouveau claquement de pince, suivi d'un déplacement d'air rapide, quand la tête du monstre figé de stupeur roula sur le sol, entachant de sang la pierre froide. Dorian resta immobile, tentant de réprimer l'effroi qu'il ressentit lorsque Strike posa à nouveau son regard sur lui, le scrutant comme un prédateur observant sa proie. Pourtant, la créature ne fit aucun mouvement agressif, et sa tête anguleuse se tourna vers le sbire, dont la panique s'accentua d'un cran en réaction. Celui-ci cria des propos incohérents, se jetant sur les balles d'une caisse proche et voulut les saisir pour en invoquer le contenu en désespoir de cause. Il poussa un rire nerveux en constatant qu'il ne parvenait pas à attraper les sphères, jusqu'au moment où il constata qu'il n'avait même plus le contrôle de ses bras. Ses yeux vitreux se posèrent d'abord sur ses membres amputés au sol, avant de se relever vers la silhouette de Strike qui le jaugeait de haut avec une colère froide. Sa bouche s'ouvrit comme pour hurler de terreur, mais resta dans cette position silencieuse quand son buste se sépara du reste de son corps en tombant sur le dallage dans un son mat. Dorian était toujours assis au sol, pataugeant dans le sang de Goriki et ne sachant comment réagir face à la créature qui avait retourné son attention vers lui. Elle s'avança lentement faisant claquer ses énormes pinces en fixant l'homme à terre. Celui-ci hésita avant de se relever, ce qui sembla agiter le monstre qui grinça entre ses mâchoires métalliques. Il s'agissait d'une créature massive aux yeux acérés et dépassant même en taille la haute stature de Dorian. Et cette dernière ne bougea pas quand l'homme leva la main en avant, approchant sa paume de son museau dans une lenteur délibérée. Le contact avec la peau froide du monstre fit tressaillir Dorian, et le grincement de Strike s'atténua pour devenir un grondement sourd quand la tension quitta son corps insectoïde. « Tu m'as sauvé, Strike, je te remercie. Tu es libre maintenant. » Dorian pointa du doigt la sortie, et Strike suivit le mouvement de la tête avant de reporter son attention sur le visage de l'éclaireur. « Quoi, tu veux pas partir ?» Le monstre gronda dans une fréquence à la limite des infrabasses, ce qui fit vibrer les entrailles de Dorian. Mais malgré l'absence de mots, il comprit la volonté de la créature, et il sortit sa balle de son kimono pour la lui présenter. Strike baissa la tête, et le bout de son museau appuya sur le bouton de la sphère qui s'ouvrit pour le happer et le sceller en son sein. Dorian put enfin souffler, et il soupira de soulagement, sentant encore le contre-coup de l'adrénaline quand il fut rejoint par Magenta, qui affichait un mélange de peur et de confusion à la vue du carnage alentour. « Dorian, ça va ? Qu'est-ce que c'était que ça ?» Un nouvel allié, a priori. Le garçon pencha la tête de côté de manière incertaine, avant de regarder les monstres et les caisses alentours, puis de se demander « Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ?»« J'ai bien une petite idée. » L'homme comptait ses pièces d'or à la lueur de son chandelier quand il sentit une secousse dans ses murs. Il fut intrigué un instant, mais revint à ses comptes en saisissant une plume et son encrier pour inscrire quelconque comptabilité dans son carnet, quand alors une nouvelle secousse renversa le pot sur son bureau. Il se leva d'inquiétude quand les murs se mirent à vibrer en soulevant de la poussière.
et il se rua vers une porte attrapant une lanterne avant de traverser le couloir en direction de l'entrepôt au rez-de-chaussée. Il réfléchissait encore à la manière de réprimander son sbire quand il ouvrit la porte surélevée liée à l'escalier menant en contrebas. Il eut alors un moment de blanc incrédule, et il lâcha sa lanterne d'effarement en fixant le mur démoli, et les dizaines de monstres déchaînés qui profitaient de leur liberté nouvellement acquise pour ravager leur ancienne prison. La ville grouillait habituellement de monde, mais Beryl comprit rapidement que cela ne concernait que certains quartiers de Kickenham. Elle avait refait encore et encore l'étude des documents et des rapports sur les activités coloniales de Fondrive, et elle avait découvert plusieurs incohérences perdues au milieu des enjolivures littéraires d'Orvin. Et plus particulièrement, elle avait appris la mise aux arrêts de Titian, son ami d'enfance, pour un chef d'accusation qu'elle estimait douteux. Mais ce qu'elle trouvait le plus étrange était cette quantité absurde de prises de guerre que le conseil avait envoyées à Galar. Cela représentait presque une centaine de personnes, que les rapports indiquaient comme ayant présenté une menace active contre l'établissement d'une présence coloniale. Il y était fait mention de négociations échouées et d'opérations de sabotage déjouées ayant mené à une contre-offensive mesurée pour faire cesser la menace. Les documents indiquaient également de nombreuses pertes parmi les Galaréens suite aux différentes altercations avec les autochtones et l'utilisation de monstres par ces derniers. Beryl n'avait pas connaissance d'un peuple utilisant les monstres, en dehors du sien, et bien évidemment de Kalos, culturellement très proche d'eux, et c'était d'autant plus perturbant que les prisonniers qu'elle avait vus débarquer au port ne lui avaient pas paru être dangereux. Elle avait donc décidé de mener l'enquête de première main, et elle avait fait route vers les prisons de Kickenham, où étaient emprisonnés ces individus dans l'attente de leur jugement et de leur condamnation éventuelle à l'esclavage ou la mort. C'était un processus long, d'autant plus que les inculpés ne parlaient pas la langue, et aussi bien pour la bonne tenue du tribunal que pour leur potentielle intégration en tant qu'esclaves, il était nécessaire de leur enseigner les rudiments du galaréen. Une tâche en cours depuis plus d'une semaine de ce qu'elle en savait. Quand elle arriva devant la grande porte de la prison de Kickenham, Beryl se présenta aux gardes qui la laissèrent passer sans grande résistance. L'un des avantages d'être la dirigeante d'une grande ville de Galar. Elle fut accueillie par le responsable de l'endroit qui s'enquit alors de la raison de sa venue. J'avais ouï dire qu'une représentante du conseil avait programmé un passage par chez nous. En quoi pouvons-nous vous être utiles? J'aimerais voir les prisonniers en provenance de Jokanto qui sont arrivés par bateau il y a environ une semaine. Elle sortit une paire de documents pour détailler ce qu'elle voulait voir, mais l'homme leva la main pour lui éviter cette peine. C'est inutile, je vois desquels vous voulez parler. Cette cargaison a divisé par deux la capacité d'accueil de la prison, ce n'est pas passé inaperçu. Et est-ce que je peux rencontrer ces personnes? Vous pouvez, mais cela risque de ne pas être très productif. La plupart ne parlent quasiment pas le galaréen, malgré la venue régulière de précepteurs. L'homme fit signe à deux de ses hommes d'escorter Beryl dans les couloirs sombres de la prison. L'endroit était glauque et mal entretenu par rapport au reste de la ville, mais ce n'était pas aussi horrible que ce qu'elle avait imaginé, et au moins les cellules lui paraissaient propres. Elle tenta plusieurs fois de parler aux cantoïdes prisonniers, mais comme prévu, la plupart ne parlaient pas assez la langue pour avoir un échange constructif. Et quand bien même elle ressentait une réticence compréhensible à son égard de la part de ces derniers, malgré ses efforts pour se montrer affable et polie. De dépit, elle finit par envisager d'abandonner, quand elle entendit la voix d'une petite fille l'interpeller dans sa langue. « C'est triste, madame, toi aussi t'es punie. » Beryl se tourna vers l'enfant, surprise, et l'observa. C'était une gamine de 6 ou 7 ans, portant des vêtements exotiques et une belle chevelure blonde. La petite fille continua. « Tout le monde est toujours triste ici. Maman dit qu'on peut pas... Elle hésita, tiquant sur un mot, mais elle eut soudain un air satisfait, comme si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. « Allez dedans. » Tu veux dire aller dehors? La fillette eut l'air surprise et exprima une mine légèrement contrite suite à la correction. Celle-ci disparut quand Beryl la complimenta. Tu parles très bien le galarien, je suis surprise. Oui, il y a un monsieur qui vient faire à l'école tous les jours. J'aime bien l'école, comme ça je peux voir maman, mais j'ai plus mieux quand je peux venir dehors. Mais les méchants monsieur, ils sont venus pendant qu'on dormait, et puis on est venu dans un grand bateau. Ça faisait wouch wouch dehors, et Baccarat, même il a... La gamine mima l'action de vomir, ne connaissant pas le mot adéquat. Mais Beryl fut stupéfaite par la capacité d'apprentissage et la fluidité de l'enfant dans sa langue. Elle fut encore plus surprise par le fait que cette gamine ne soit pas vraiment l'archétype de l'autochtone hostile décrit par Orvin. Comment tu t'appelles? Ambre. Enchantée, je m'appelle Beryl. Dis-moi Ambre, est-ce que tu sais pourquoi les méchants monsieur vous ont enfermé? Elle secoua la tête dans la négative et afficha une expression triste. Non, ils ont cassé les maisons. Maman et moi on a couru et j'ai perdu ma peluche. Après il y a eu des monstres qui sont venus et maman a dit de faire ce que disaient les méchants monsieur. Tout le monde criait, ça faisait peur.
Beryl chercha à garder sa composition, mais encore une fois, ce que disait cette gamine ne ressemblait pas à la description d'une bataille contre de dangereux ennemis, bien plus à un raid sur un village sans défense. Elle se demanda ce que cherchait à faire Orvin avec cette razzia non justifiée. T'inquiète pas, Ambre. Si tu expliques ça aux gens qui te font l'école, vous serez vite dehors, je te le promets. J'aurai pas de promesse que je peux pas tenir à votre place. La femme se retourna vers une autre cellule, où un homme bourru la fixait avec animosité, les bras croisés. L'inconnu d'âge mûr avait parlé dans un galarien sommaire et teinté d'un fort accent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous n'avez pas présenté une menace envers Galar, vous serez libéré, c'est certain. J'ai raconté cette histoire à un de ces types l'autre jour, exactement la même qu'Ambre, ou que d'autres, qui arrivent à retenir votre langue de merde. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être plus libre qu'avant. Il va y avoir un malentendu. Bah ouais, ça doit être ça, c'est sûrement un malentendu. La salle des archives était l'un des endroits les plus vastes du château avec la salle du conseil, mais également l'un des moins fréquentés. Ces étagères poussiéreuses remplies de milliers de documents, stockés là par principe, n'intéressaient pas grand monde, hormis ceux qui s'occupaient de les classer et de les entretenir. C'était pourtant là que Beryl avait choisi de passer la plus grande partie de sa journée. Elle était assise à l'une des larges tables de bois sculptées, épluchant rapport sur rapport, sous le regard curieux des employés en poste. Le calme des lieux fut brisé quand Ferric entra dans un soupir de satisfaction. « Beryl, t'es là, je t'ai cherché pendant au moins 1 heure. » Ferric fut stoppé net dans son enthousiasme quand l'un des employés l'invita à baisser le volume avec fermeté. L'homme volubile leva les mains en guise d'excuse et mima une fermeture éclair devant sa bouche pour signifier qu'il avait bien compris l'instruction. Il se posa alors à côté de Beryl et murmura. « Qu'est-ce que tu fais dans ce trou? Je vais finir par croire que tu aimes l'odeur du papier plus que ma compagnie. » Il y a une part de vérité dans ce que tu dis, Ferric. L'homme hésita face au ton sérieux de sa camarade, mais choisit de prendre la pique pour de l'humour et continua. « Cherche quoi encore? Les archives de Spike Moss ne t'ont pas suffi ?» Je me renseigne sur les procès de guerre. Ferric sembla surpris, mais ne fit pas mention de son étonnement, habitué d'une certaine manière aux lubies étranges de son ami. « J'imagine que tu es toujours bloqué sur Orvin et ses prises de guerre ?» Oui, je suis allée voir, et ils n'ont pas l'air de correspondre à la description donnée dans les rapports. On a déjà eu ce débat, non? Et je me rappelle pas l'avoir perdu. Bien sûr que non, t'es bien trop têtu pour ça. J'ai plus vite fait d'accepter tes délires sans broncher que de chercher à te convaincre sur quelque chose. Tais-toi et regarde ça. Le politicien se pencha sur le document pendant 1 minute, mais ne sembla pas comprendre ce que voulait lui faire voir Beryl. Tu vois rien de bizarre? Pas vraiment, ce sont des comptes rendus de procès. Il y en a des centaines, je te l'ai dit, et le monde est loin d'être un endroit calme et tranquille. Il n'y en a pas un seul qui soit en faveur des accusés? Tu dois exagérer, le ratio est clairement en faveur de l'accusation, mais... Pas un seul, je te dis. Je suis remonté sur plus de 50 ans de colonisation, aussi loin que les archives renseignent cette activité. Tous les prisonniers de guerre sont systématiquement condamnés à l'esclavage ou à la mort. Comment c'est possible? Il doit bien y avoir des cas d'erreur, d'acquittement, ou même de clémence. C'est trop gros. Tu en as déjà entendu? Eric fouilla dans sa mémoire, mais ne trouva rien pour contrer sa dissonance cognitive. Non, mais j'avoue que je m'intéresse pas vraiment à ces procès. D'ailleurs, qui s'y intéresse? Ce sont des affaires coloniales. On a bien assez à faire avec Galar, personne... Le politicien eut comme une épine lui traversant la tête quand il se rendit compte à quel point aucun contrôle n'était véritablement fait sur les décisions judiciaires coloniales. En vérité, personne ne se préoccupait vraiment de la provenance des esclaves qui soutenaient la plupart des pans de l'économie galaréenne. Il feuilleta encore une fois avec incrédulité les documents compromettants avant de regarder Beryl sans savoir quoi ajouter. La pluie semblait se calmer légèrement alors que le jour pointait à l'horizon, mais l'air restait humide et le sol imbibé par le déluge des derniers jours. En ce moment incertain, entre le jour et la nuit, une ombre se détacha d'une ruelle pour se rapprocher d'un immense navire. Elle grimpa à son bord et interpella un des marins discrètement. Il y eut alors un échange fugace entre les deux et une transaction se fit en sous-main. Non loin de là, dans la taverne à présent vide, Azur semblait nerveuse et Bistre tenta de la rassurer. Ne t'inquiète pas, il ne devrait pas tarder. Cette ville est grande, mais Titien n'aura pas de mal à les retrouver. J'espère, a dit que son gars du bateau programmait un départ ce matin. On risque de le manquer. Le vieux forgeron voulut rétorquer quelque chose de rassurant, mais il n'en eut pas besoin, car la porte du commerce s'ouvrit, laissant apparaître la silhouette massive de Jasper. Le bateau va partir, venez. Mais les autres sont toujours pas là. Titien les conduira directement au bateau. Avec un peu de chance, ils seront même là avant nous, mais faut se dépêcher. Le duo se leva et Azur attrapa K qui somnolait sur la table de bois.
Le petit monstre résista, ne semblant pas vouloir sortir de son sommeil, et l'adolescente se résigna à s'excuser auprès de lui avant de l'enfermer dans sa balle, espérant qu'il ne lui en voudrait pas trop. Ils forcèrent alors le pas vers les quais jusqu'à arriver en vue d'un large navire richement décoré et dont les voiles commençaient à être déployées. Jasper les incita à accélérer la cadence, mais Bistre s'arrêta et agrippa l'épaule d'Azur en fronçant les sourcils. « Azur, attends, il y a quelque chose de bizarre. » Il n'eut pas le temps d'expliciter ses doutes, car au même moment, toute une troupe de marins et de soldats se déployèrent depuis des cachettes et des ruelles pour les encercler et invoquer des monstres menaçants. Azur voulut se mettre en posture de combat, cherchant à attraper la balle de K, mais elle fut prise de court quand Jasper lui agrippa le bras en la dépossédant de l'objet. Bistre s'insurgea alors, mais fut également stoppé dans sa volonté d'invoquer son propre monstre par un ordre sec de l'un des soldats, dont la créature à la mâchoire épaisse avait fait un pas en avant, montrant les crocs dans un grognement sourd. « Enfoiré, vous nous avez trahis !»« Évidemment, la récompense pour votre capture est bien supérieure au fragment d'énar quartz que vous m'avez sorti. » Sur ces mots, la foule de soldats se fendit pour laisser passer Dorian, Magenta et Titian, eux aussi prisonniers. L'éclaireur résistait férocement à ses geôliers, mais Titian sembla plus calme quand il s'adressa à Jasper, affichant presque une sorte de jovialité, bien que factice. C'est beau l'amitié, j'ai toujours su que t'étais un type bien, Jasper. Ne me fais pas ces yeux-là, Titian, t'aurais fait la même chose à ma place. Ça me blesse que tu le penses, même si c'est vrai. Titian fut poussé en avant sans qu'il ne quitte son sourire à l'attention de Jasper, malgré la violence du coup qui le fit tituber. Une fois que toute la troupe fut réunie, les soldats les délestèrent de leurs balles et Jasper fit mine de partir. Tu nous quittes déjà ? L'homme eut un renaclement, exprimant un mélange de dédain et de honte, et ne se retourna pas. Titian observa son ami en haussant des épaules, et ce fut Azur qui l'interpella. « C'est de votre faute! C'est vous qui nous avez présenté ce type !» On n'avait pas vraiment d'autre option, et comment aurais-je pu savoir qu'il nous trahirait ? A priori, vous auriez pu vous prendre comme exemple. Ah, c'était bas ça. La conversation fut coupée quand, descendant du pont du navire, Orvin rejoignit le quai avec son air hautain habituel. Ses hommes se décalèrent pour lui laisser faire face au groupe de ceux qui avaient finalement retrouvé leur place légitime en tant que ses captifs. « Quel heureux hasard de vous trouver ici !» Le regard d'Orvin s'était posé avec insistance sur Azur et Magenta, et cette dernière frissonna quand ses yeux croisèrent les siens, mais Titian brisa le moment de malaise. « Oh, salut Orvin, c'est gentil à toi de te joindre à nous entre deux sacrifices de bébé Paou. » Titian, comme il est regrettable que tu n'aies pas péri en même temps que tes hommes ce jour-là. Toujours un plaisir de te décevoir. Orvin eut un léger rictus, mais garda son calme. Il n'avait pas de raison de s'énerver, puisqu'il était celui qui avait le contrôle en ce moment. Tu n'es rien, Titian, à peine une gêne. Une gêne qui va disparaître pour nourrir les monstres marins. Sur ces mots, une paire de soldats se dirigèrent vers lui de manière menaçante, accompagnés par leurs monstres, mais le déserteur ne quitta pas son air narquois. D'un mouvement sec, il se décala derrière Azur qui poussa un cri de stupeur quand l'éclat d'un surin se posa sous sa gorge. Vous auriez dû mieux me fouiller, y a pas que les monstres qui peuvent tuer. La foule estomaquée s'était figée et les soldats galaréens s'observèrent l'espace d'un instant sans comprendre le but de la manœuvre. Prendre en otage un autre prisonnier n'avait aucun sens. Ils se remirent donc en mouvement à cette réalisation, mais Titian les interpella à nouveau en secouant la tête et en claquant de la langue en direction d'Orvin. Intrigués, les sbires se tournèrent vers leur maître et constatèrent que celui-ci avait quitté son calme pour une froide colère. « Seigneur !» Le conseiller ne répondit pas et son poing se serra sur la balle d'Armorga, indiquant clairement sa volonté de meurtre. Mais celle-ci fut instantanément interrompue par Titian, qui pressa un peu plus sa lame sous la gorge d'Azur. Le filet de sang qui en résulta provoqua un cri de panique chez Magenta, retenu par un Dorian non moins inquiet. « Dis-moi mon petit Orvinounet, qui serait le plus rapide entre mon couteau et ta balle ?»« Ça ne sert à rien, tu ne peux pas t'échapper, Titian. » Alors ça, je demande à voir. Le déserteur recula en embarquant sa prisonnière, faisant mine de s'éloigner tout en s'excusant de manière faussement affable auprès des gardes. Cela provoqua une grimace chez Orvin. « Qu'est-ce que tu veux ?» La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu veux ? Oh pardon, c'est pourtant évident, tu veux la donzelle. Il s'était arrêté pour mettre une emphase à son propos en saisissant les joues de l'adolescente et de les lui presser en lui donnant l'apparence d'un hamster. « Lâche-moi, espèce d'ordure !» Comme elle est mignonne. Allez, cessons les simagrées. Rends-moi mes balles, je me casse et tu récupères ta princesse. Les deux hommes se toisèrent, l'un sur le point d'exploser de colère, l'autre affichant une horripilante assurance et un sourire exaspérant. Orvin tiqua et fit un geste de la tête. « Faites ce qu'il dit. »
Les soldats confus hésitèrent, surpris, avant d'obéir et de faire rouler les balles confisquées vers le déserteur. Il en arrêta une avec le pied, tandis que les autres se stoppèrent aléatoirement autour de lui. Bien aimable à vous. Je ne vois pas ce que tu espères. Nous te tuerons dès l'instant où elle sera entre nos mains. Pour ça, faudrait déjà être capable de m'attraper. Soudain, Titian poussa Azur avec violence vers Orvin, et les soldats se ruèrent sur elle pour la saisir au moment où le conseiller criait « Tuez-les tous, sauf la fille !» Et d'un geste agile du pied, Titian projeta sa balle en l'air, la saisissant au vol et invoquant son contenu. Les soldats et les monstres qui s'étaient rués sur lui furent alors aspergés d'un épais nuage de spores, ce qui les figea net dans leur course. Désireux de profiter de l'occasion, Dorian voulut traverser le rideau urticant pour attraper la balle de Strike, mais la piqûre vive dans ses narines le retint au moment où d'autres monstres s'apprêtaient à obéir à l'ordre assassin d'Orvin. Ce fut ce moment que choisit Bistre pour cacher son visage dans sa large manche et de courir au travers des spores. « Bistre, ne fais pas ça !» Le vieil homme ne répondit pas plus qu'il ne s'arrêta. Il attrapa sa balle et la lança au milieu de leurs ennemis avant de se mettre à tousser et à trembler sous l'effet de la poudre paralysante. Sayorn apparut en poussant un cri rauque. Il lui fallut quelques instants pour comprendre son nouvel environnement, mais sa réaction ne se fit pas attendre. L'un des soldats qui passa derrière lui pour tenter d'atteindre Magenta fut frappé de plein fouet par la ruade du monstre, et son corps brisé fut projeté comme un boulet de canon contre la coque du navire qui craqua dans une explosion de bois et de chair. Puis la créature massive se mit à charger sans avertissement vers les autres Galaréens. Plusieurs monstres se jetèrent sur lui en tentant de le saisir par ses ergots minéraux, l'immobilisant sous le poids du nombre. Mais tandis qu'il était recouvert par ses ennemis, une lumière intense perça la gangue de musclés de crocs autour de lui, et ses opposants furent projetés comme des fétus de paille aux alentours, révélant la nouvelle forme bipède de Sayorn. Son crâne cornu frappa un soldat proche dont l'armure se brisa à l'impact, tandis que sa queue épaisse balaya une paire de monstres sans effort. Dans un cabrement, il échappa à l'étreinte d'un autre adversaire qu'il avait saisi à la taille et retomba sur lui de tout son poids, fracassant son crâne sous son corps de pierre. La situation avait totalement vrillé en un chaos incompréhensible dans le port, et alors que les spores de Kinokoko achevaient de se disperser dans le vent marin, Dorian et Magenta se ruèrent vers Bistre pour le récupérer. Titian, pour sa part, appela le monstre champignon avant de faire mine de s'éclipser. Si j'étais vous, je resterais pas là. Orvin a l'air grognon. Dorian voulut arrêter le déserteur, mais son attention était portée sur l'état problématique de Bistre et sur Azur, toujours prisonnière d'Orvin. Quand son regard se posa sur celui-ci, il comprit que la situation allait vite tourner en leur défaveur. Le conseiller avait saisi l'une de ses balles et s'apprêtait à la lancer. L'éclaireur n'eut alors pas le loisir de penser plus avant ses possibilités. Il ramassa Bistre avant de le bazarder sur son épaule comme un sac de patates sous le regard interloqué de Magenta. « Dorian, qu'est-ce que tu fais? Azur est encore là-bas !»« Récupère les balles !»« Mais... » Magenta, c'est un ordre !» Dorian tourna les talons sans laisser à Magenta la possibilité de débattre, et ce dernier, dans la panique, ramassa les balles de mèche, Strike, Kai et Sayorn. Il hésita un instant, rappelant ce dernier, avant de courir à la suite de Dorian au moment où Armorga apparaissait. Les soldats, désemparés par la charge extrêmement violente du monstre de Bistre, mirent un temps avant de retrouver leurs esprits, et quand la menace eut disparu, ils se lancèrent à la poursuite des fuyards sous le regard contrarié d'Orvin. Une paire de gardes restèrent cependant en arrière, s'attelant à lui amener Azur qui se débattait comme une forcenée. « Enfoiré ordure meurtrier, je vais te latter le... » Un des hommes avait plaqué sa main sur la bouche de la jeune fille, l'interrompant dans ses velléités à l'encontre de l'entrejambe d'Orvin, et Armorga se posa à côté de son maître en l'observant, attendant ses ordres. Mais Orvin l'ignora, comme il ignora les insultes de la captive. L'un de ses hommes se permit alors de l'interpeller, tout en gardant sa prise sur Azur. « Seigneur, plusieurs hommes sont en attente sur le navire. Que faisons-nous » ?« Levez l'ancre, nous partons. » Titian se releva uniquement pour se faire agripper au col par Dorian, qui lui asséna un nouveau coup. Le Galaréen ne se défendit pas, mais recula en maintenant une distance de sécurité avec l'éclaireur furieux. Ce n'était pas la première fois que celui-ci le frappait, mais cette fois il n'avait pas le soutien des autres pour le protéger de son agresseur. Magenta, qui soutenait à grand mal le corps convulsif de Bistre, exprimait la même fureur que leurs camarades, et ce dernier cracha. « Je ne sais pas ce qui me retient d'envoyer Strike pour te couper en rondelles. » Comment le fait que vous ayez encore besoin de moi ? On se passera de tes services, on a vu ce que ça donnait. Allons, vous n'avez aucun moyen de rejoindre Galar seul, et encore moins de retrouver Azur. Je t'interdis de prononcer son nom. Magenta avait explosé de colère, une expression peu commune sur son visage. Mais les épreuves qu'il avait endurées ces derniers mois avaient eu un effet sur son tempérament, en particulier cette trahison, celle de trop.
Titian quitta son habituel sourire en coin pour afficher une mine plus sérieuse. Écoutez, sûrement on serait tous prisonniers d'Orvin, encore. Mais là on a une chance de tirer notre épingle du jeu. Dorian desserra le poing, mais il ne quitta pas le froncement de sourcils colérique qui lui barrait le visage, laissant simplement à Titian l'occasion de s'expliquer. J'ai un plan, et avant toute chose on a une petite bricole à régler. Jasper était assis à une table de sa taverne, comptant les pièces d'or offertes en échange de sa trahison d'un air maussade. Il y avait là plus d'argent que tout ce que sa taverne pouvait lui procurer en un an. De quoi quitter ce taudis et démarrer une nouvelle vie ailleurs, à Galar, Kalos ou même dans la colonie d'Unis. La porte de l'établissement s'ouvrit et l'homme bourrutonna sans un regard. « On est fermé !» Même pour un ami? Le visage de Jasper blêmit à la vue de Titian qui jouait avec une balle en main tout en s'appuyant contre l'embrasure de la porte. Le tavernier terrifié se leva instantanément, prenant la tangente, mais il percuta comme un mur, tombant sur le sol, sonné. Quand il leva les yeux en l'air, ce fut pour voir le visage sévère de Dorian qui le toisait d'un air menaçant en craquant les poings. « Ne partez pas tout de suite, on a encore des choses à discuter. » Azur ne toucha pas à la nourriture qui lui était proposée. Cela faisait plusieurs heures qu'ils étaient en mer, et elle avait été forcée de remettre cette robe qu'affectionnait tant Orvin. L'homme se délecta de sa boisson et de la vue, autant que de la haine que son invité projetait sur lui. « Vous êtes toujours aussi rebelle à ce que je vois. » Qui ne serait pas en face d'un monstre dans votre genre. Et encore, même les monstres valent mieux que vous. C'est dit avec une volonté d'insulte équivoque. Pourtant, je ne peux qu'approuver. Les monstres sont par bien des aspects supérieurs aux humains. Azur ne répondit pas. Elle observa les couverts d'acier devant elle et estima ses chances de trucider son truculent geôlier. Celui-ci émit un sourire, captant sans mal la volonté meurtrière de sa captive. « Je vous le déconseille, très cher. Quand bien même vous parviendrez à me blesser, vous êtes seul sur un navire en pleine mer, entouré d'hommes et de femmes me vouant une fidélité aveugle. Mais au moins j'aurai la satisfaction de vous voir avec un couteau entre les deux yeux. » Voilà un programme des plus barbares. Il conviendrait mieux que vous commenciez à vous habituer à ma compagnie et à un comportement plus civilisé. Dans vos rêves, j'ai pas l'intention de rester. Vous n'aurez pas le choix. Voyez-vous, j'ai pour projet de vous épouser une fois arrivé à Galar. La jeune femme écarquilla les yeux de stupeur, comme si elle n'était pas sûre de ce qu'elle venait d'entendre. Encore une fois, Orvin savoura la confusion qu'il avait provoquée. C'est stupide, pourquoi j'accepterais? Parce que selon nos lois, un esclave n'a pas son mot à dire en ces matières. Vous devriez d'ailleurs vous en réjouir. Le mariage avec son maître est l'une des manières les plus simples d'obtenir son affranchissement. Je préfère encore être esclave que devenir votre femme. Je prends acte de votre position, mais je n'en tiendrai pas compte. L'homme ricana et ce fut le déclencheur qui fit sortir Azur de ses gonds. Elle attrapa sa fourchette et se rua sur Orvin avec l'intention claire de le poignarder. Mais d'un geste vif, le conseiller lui attrapa le poignet avant de dévier le cou et de lui faire une clé de bras, la bloquant net et exprimant par des actes les raisons de son insupportable suffisance. « Je vous l'ai dit, ma chère, il va falloir penser à revoir votre comportement. » Le corps inconscient de Jasper fut bazardé dans une remise, tandis que Titian fit teinter la bourse de Galarion avec satisfaction. La porte se referma alors sur le tavernier, et Dorian se retourna vers le Galaréen. « Au moins ça soulageait mes nerfs. C'est quoi la suite du plan ?» Le même qu'avant ce contretemps. On trouve un bateau pour Galar et on met les voiles. « Comment comptez-vous trouver un bateau? Les soldats d'Orvin sont à notre recherche dans toute la ville. » On a suffisamment d'or pour convaincre n'importe qui d'ignorer ce détail. Les Cantoïtes ne furent pas totalement convaincus, en particulier du fait qu'ils n'avaient plus aucune confiance en Titian. Mais faute de mieux, ils décidèrent encore une fois de s'en remettre à lui. Magenta lui demanda alors. « Pourquoi vous voulez retourner à Galar? Vous n'êtes pas un traître dans votre pays en plus du reste ?» La trahison, c'est une question de point de vue. Et puis, j'ai des affaires à régler chez moi. Quel genre d'affaires pourrait justifier de se jeter ainsi dans la gueule du monstre? Le genre important. Titian esquiva la conversation, profitant de l'excuse toute trouvée d'une escouade de soldats qui patrouillait la zone à leur recherche. Ils sortirent de la taverne par la porte arrière et se faufilèrent dans les ruelles sombres, bien à l'abri des regards. Tandis qu'ils circulaient ainsi, incognito et hors de vue des Galaréens, Dorian s'inquiéta de la marche à suivre. « Comment comptes-tu procéder? On va quand même pas choisir un bateau au hasard et se présenter comme si de rien n'était. » Ça me paraît une excellente idée, faisons comme ça. L'homme vérifia qu'aucun garde n'était présent avant de sortir de son couvert, l'air de rien. Le sloop était 10 fois moins massif que le navire d'Orvin, et il était à la limite d'être un frêle esquif.
Il était malgré tout suffisamment gros pour nécessiter quelques personnes dans son équipage, à en juger par la paire de matelots qui s'attelaient sur le pont, tandis que Titien abordait ce qui semblait être le capitaine. L'échange fut court et l'inconnu sembla réticent pendant quelques instants, faisant mine de quitter la conversation, jusqu'au moment où Titien sortit la bourse de Galarion subtilisée à Jasper. L'hésitation du marin se mua instantanément en intérêt, et après quelques échanges supplémentaires, le déserteur affable rejoignit la troupe, le sourire aux lèvres. On part dans 1 heure. Les embruns salés piquaient les yeux de Magenta, mais ce dernier ne parvenait pas à s'empêcher de fixer l'océan qui s'étendait au-devant de lui. Chaque fois que la coque du navire percutait une vague, cela provoquait un remous et une surélévation du bateau qui divertissait beaucoup le jeune garçon, mais beaucoup moins Dorian. L'homme se pencha par-dessus le bastingage, déchargeant le contenu de son estomac dans l'eau salée sous le regard amusé de Titien. Celui-ci se tenait à l'écart des Cantoïtes, limitant les interactions avec eux depuis le début du voyage, et une sorte de silence de convenance s'était installé. Bistre sortit à ce moment de la cale, où il avait passé le début du voyage pour récupérer de son contact avec les spores de Kinokoko. Titien leva un sourcil surpris quand le vieil homme l'approcha. On dirait que votre ami n'a pas le pied marin. Nous n'avons jamais eu l'occasion de naviguer en mer par le passé, et je dois avouer que même moi je ne me sens pas très bien, mais c'est peut-être les relents de mon empoisonnement. Il y eut une nouvelle montée du navire et la descente qui suivit provoqua un haut-le-cœur chez Bistre, accompagné par le son caractéristique du dégobillage de Dorian un peu plus loin. Le vieil homme qui avait récupéré de sa mésaventure semblait moins affecté par le mal de mer, mais il n'y était clairement pas immunisé. J'ai pu discuter avec le capitaine. Nous devrions arriver à destination d'ici 1 semaine. Il nous autorise à invoquer nos créatures, à l'exception de Sayon et Mèche, et seulement si on est capable de les tenir à carreau. Bistre observa K qui faisait claquer ses mâchoires de manière joyeuse en courant sur le pont pour disperser un groupe de petits monstres blancs à l'apparence de mouettes. L'absence d'azur l'avait perturbé au départ, l'empêchant même de se nourrir, mais le temps passant, il avait fini par retrouver une part de sa jovialité. Magenta déboula alors avec une expression intriguée, attirée par la présence de Bistre. Pourquoi ces deux-là spécifiquement ? Classique, les marins n'aiment pas trop les monstres de feu et de pierre de manière générale. C'est compréhensible, un incendie serait dévastateur sur un navire en bois comme celui-ci, et la plupart des monstres de pierre sont lourds et ont la réputation de casser ce qu'ils touchent. Ce n'est pas systématique, mais il suffit d'une coque percée ou d'un mât brisé pour créer une superstition. Le forgeron jaugea Titien. Ce dernier se comportait comme il l'avait toujours fait, mais il ressentait une sorte de retenue en lui, ce qui avait tendance à atténuer la perte de confiance qu'ils exprimaient tous depuis que ses actions avaient causé la capture d'Azur. De fait, Bistre ne savait pas vraiment comment traiter son rapport avec le déserteur galaréen. Il continua d'observer K qui chassait les oiseaux marins, accompagné par Magenta qui avait quitté la conversation aussi vite qu'il l'avait rejointe pour aller s'amuser avec le petit monstre. Beaucoup de choses se sont passées, et la plupart sont le fait de la croyance d'Orvin en la capacité d'Azur à contrôler les monstres. Je ne me l'explique pas. C'est une question de paradigme. L'homme leva un sourcil à la mention de ce terme dans la bouche de Titien. Il se caressa la barbe en invitant implicitement celui-ci à continuer par son silence. Je vous ai déjà expliqué que pour la majorité des galériens, pour ne pas dire la totalité, les monstres sont un danger. Une force de la nature destructrice et sauvage. Je le conçois parfaitement. Notre propre culture a tendance à ne pas tenir les monstres en haute estime. Et encore, notre clan fait figure d'exception à cet égard. Eh bien, combinez cette crainte atavique à une utilisation systémique de ces derniers comme des outils, et vous avez vite fait de considérer les monstres comme des objets à maîtriser plutôt que comme des créatures sentientes. Des armes, dans le cas qui nous intéresse. C'est ce que vous aviez expliqué à Magenta dans la grotte, mais il est pourtant évident qu'Azur n'a aucun contrôle sur les monstres. Qui plus est, après l'attaque du camp par cette créature. K ne lui est attaché que de sa propre volonté. Je vous l'ai dit, c'est une question de paradigme. Du point de vue d'Orvin, il est impossible de contrôler un monstre autrement que par la force et la coercition. Pour la plupart des galériens, et des Calocés aussi d'ailleurs, si un monstre nous obéit, c'est qu'on a réussi à lui imposer notre volonté, d'une manière ou d'une autre. Orvin serait tellement aveuglé par sa matrice de pensée qu'il en viendrait même à ignorer des faits qui pourraient le contredire. Il est plus facile de croire un mensonge qui nous convient qu'une vérité qui nous dérange. Bistre plissa les yeux dans une posture de réflexion. Il essaya de s'imaginer quelle certitude il avait qui pouvait n'être que l'expression de sa propre volonté d'y croire. Depuis l'attaque du dévoreur et leur installation dans cette vallée, si loin de chez eux, il s'était passé tellement de choses qui avaient ébranlé ce qu'il pensait savoir. Titien fronça les sourcils, soudain bien plus sérieux qu'à son habitude. Mais il ne peut pas y avoir que cela. Orvin est loin d'être stupide et son intérêt pour votre ami doit forcément cacher autre chose. Que voulez-vous dire ?
Ce type est pragmatique, il n'est pas du genre à faire les choses sans raison, qui plus est quand il s'agit d'investir du temps et des ressources. Avoir cette gamine sous son contrôle au camp lui donnait une opportunité d'accroître un peu sa puissance, sans véritable contrepartie. Et c'était de l'opportunisme, il n'en avait pas vraiment besoin à ma connaissance. Pourtant, il a activement cherché à la capturer au port. Il fait une fixation sur elle, et ça, au mieux c'est incongru, au pire, le signal qu'il y a quelque chose de plus gros qui se trame. Vous semblez bien le connaître, et vous êtes particulièrement impliqué pour un simple soldat déserteur. Titian haussa les épaules comme à son habitude dans une tentative de se dédouaner de ses responsabilités ou de son attachement à une question. Mais Bistre continua de le fixer en lui imposant une pression à la réponse. Le Galaréen soupira en secouant les mains dans une mimique d'abandon. J'imagine que je vous dois bien ça. Je n'ai pas rejoint la troupe d'Orvin pour ses beaux yeux, vous savez. Ce type a de nombreux soutiens à Galar, en partie grâce à l'argent et à l'aide d'un autre conseiller nommé Galen. Mais il y a quelques villes qui se méfient quand même de lui. Et c'est un euphémisme. Je ne comprends pas bien où vous voulez en venir. La vérité, c'est que presque personne ne lui fait confiance. Il n'y a que l'intéressement qu'il maintient dans sa position sociale. Il y a des gens qui se méfient particulièrement de lui. Plus que la moyenne, je veux dire. Dont certains de mes amis. C'est une longue histoire, de Celle que vous n'aimez pas raconter, mais que j'adorerais écouter. Titian eut un petit renaclement amusé à la répétition de sa formule dans la bouche du forgeron. Il afficha un sourire en coin avant de chercher une balle dans sa poche et d'invoquer Numakulo. Bistre leva les sourcils d'incompréhension tandis que l'homme se mettait à genoux pour caresser affectueusement le crâne plat du monstre. Il continua tout en maintenant son attention sur la créature. On est parti pour une longue histoire, autant commencer par le début. Quand j'ai sauvé Mizugoro à l'époque, je vous ai raconté que j'avais eu quelques problèmes avec l'autorité, mais que mon supérieur m'avait à la bonne. J'ai un peu éludé la question. Capitaine Titian, reconnaissez-vous les faits? La salle, jusque-là troublée par le brouhaha, fut plombée par le silence attentif envers la réponse du jeune homme. Celui-ci se gratta la tête d'un air décontracté avant de prendre la parole. Je ne comprends pas la question, votre honneur. Reconnaissez-vous le crime d'avoir capturé un monstre en dehors des réglementations en vigueur dans l'armée et d'avoir intégré celui-ci à votre dotation malgré ces mêmes réglementations? C'est exprimé de manière un peu sèche pour dire que j'ai sauvé un bébé d'une mort certaine, mais j'imagine que oui est la réponse que vous attendez. Il y eut une nouvelle montée du brouhaha dans la salle en réaction à ces propos, mais le calme revint rapidement quand Paladon rappela l'assemblée à l'ordre. Est-ce que vous êtes conscient de la gravité de votre situation, capitaine Titian? Vous êtes accusé de possession illégale d'armes de guerre et de braconnage. Vous risquez la peine de mort. Une voix se leva alors dans l'assemblée tumultueuse et une jeune femme prit la parole sur l'autorisation quelque peu ennuyée de Paladon. Si je puis me permettre, conseiller, les états de service du capitaine Titian sont exemplaires, et sur les 2 années où il était en charge de la colonie Poivre-Sel, aucun reproche n'a pu lui être intenté en dehors de celui-ci. J'entends bien, représentante. Beryl, je viens de prendre la succession de mon père à la tête de Greenbury. Vous prenez donc la défense de l'un de vos ressortissants. Mais peu importe. Je suis bien conscient du dossier de l'accusé, mais celui-ci ne semble pas vouloir réfuter les faits qui lui sont reprochés. Puis-je développer un argumentaire ? Paladon ferma les yeux et soupira avant de balayer devant lui d'un geste nonchalant de la main, comme pour signifier qu'il acceptait à contre-cœur. Beryl inspira profondément avant de débuter. Soyons clairs, les faits reprochés à l'accusé impliquent la possession non réglementaire d'un monstre, n'est-ce pas ? Dans le principe, oui. Et alors ? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, avec l'explosion de la production de balles de capture et l'accélération des opérations coloniales, le milieu civil a littéralement été envahi par les monstres domestiques, dont la plupart ont des origines intraçables. C'est un fait, mais où voulez-vous en venir ? Le monstre du capitaine Titian a subi le dressage réglementaire et l'entraînement d'usage comme n'importe quel monstre de dotation militaire. Son origine est traçable et aucune de ses actions n'implique une volonté criminelle de son propriétaire, ni une perte de contrôle de la créature ayant causé des dégâts. Vous cherchez à diluer la gravité de son crime en plaidant le fait qu'il n'ait provoqué aucun incident grave ? Ce que je veux dire, c'est que seule la procédure de dotation a été outrepassée ici. Il ne s'agit ni de contrebande, ni d'usage de la violence par l'intermédiaire de ce monstre. Tout ce qu'on peut reprocher au capitaine Titian, c'est d'avoir capturé un monstre en dehors des prérogatives de son grade. Et donc selon vous, cela signifie qu'il ne devrait pas être condamné pour ça ? Titian leva la main et prit la parole en se penchant en avant et en affichant un petit sourire en coin. Si je peux me permettre, je suis capitaine. Les officiers ont le droit de capturer des monstres, donc y a pas de problème, non ? Beryl se crispa à la remarque contre-productive, craintive à l'idée que cette pique inutile et facilement contestable n'envenime la situation. Fort heureusement, Paladon garda son calme et répondit au premier degré. Vous étiez major au moment des faits. Votre grade actuel n'a aucune influence sur ce qui vous est reproché ici et n'est en aucun cas rétroactif.
Beryl toussa dans un soupir étouffé, à la fois soulagé de l'absence de conséquences de l'intervention, mais malgré tout énervé envers son ami d'enfance qui menaçait de saboter tous ses efforts pour le sortir du pétrin. Quoi qu'il en soit, je demande la clémence en vertu des circonstances atténuantes et du dossier irréprochable de l'accusé. Et parce que je suis trop mignon pour finir sur un billot. Mais tu vas te taire, triple andouille! La salle fut une nouvelle fois troublée par la rumeur délétère de l'assemblée et quelques rires. Mais cette fois-ci, Paladon n'intervint pas, se laissant choir sur son siège, en fermant les paupières et en se massant le creux des yeux dans un soupir de dépit. Quand le bruit des échanges se calma, il patienta encore quelques instants avant d'inspirer longuement et de fixer Titian. Cette affaire est à la fois ridicule et bien trop chronophage pour ce qu'elle implique. En tant que président de cette cour martiale, voici mon jugement. Le capitaine Titian sera dégradé au rang de sergent, et s'il reste dans l'armée, il aura l'interdiction d'occuper un poste supérieur à celui de sous-officier. Il perd donc la responsabilité du comptoir de Poivre-Sel, et son unité coloniale sera confiée à un autre officier. Et concernant le monstre? Je m'en moque, il est dressé, entraîné, régularisez-le et attribuez-le à quelqu'un, même à lui si ça vous chante. La session est levée. Titian sifflotait en marchant d'un air décontracté dans les rues de Greenbury, accompagné de Mizugoro et de Beryl. Cette dernière, toutefois, ne partageait pas son calme. Pourquoi il faut toujours que tu rendes les choses plus difficiles? Parce que j'aime te voir en colère. La tape qui suivit à l'arrière de son crâne lui arracha un gémissement de douleur, et il se massa la nuque sous le regard interloqué de son monstre. Ah, j'imagine que ce n'était pas la bonne réponse. T'es vraiment incorrigible. Un jour tu vas te faire tuer à ne jamais rien prendre au sérieux. T'exagères, et puis franchement, je risquais pas grand-chose. Beryl écarquilla les yeux de surprise face à la désinvolture et la nonchalance de son ami d'enfance. Qu'est-ce qui te donne cette assurance? Bah, t'étais là pour me défendre, non? La jeune femme soupira en se massant les yeux, essayant de garder son calme. Le duo arriva au domicile de Beryl, et ils furent accueillis dans le jardin par une petite créature verte ressemblant à un lézard aux grands yeux jaunes et à la queue épaisse. Elle se pencha pour lui caresser la tête, et le monstre eut un sifflement approbateur. Coucou Kimori! Tu t'es bien occupé de la maison en mon absence? Le petit lézard siffla à nouveau comme pour acquiescer, et Titian ricana. Tu sais qu'il ne comprend pas un traître mot de ce que tu lui racontes, hein? Tu serais surpris. Comment pourrait-il? Il n'a pas été conditionné, ni même capturé d'ailleurs. Et après, c'est moi qui suis imprudent. Kimori et Rals ne sont pas dangereux. Ils n'ont pas besoin de conditionnement, pas plus que Mizugoro. Beryl se tourna vers le monstre amphibien de Titian et le caressa également, lui arrachant une mimique et un grognement de plaisir. Titian se contenta de se gratter la tête en observant la scène. Tu n'avais pas vraiment le choix, tu le sais bien. Oui, l'armée peut pas se permettre de laisser des monstres non conditionnés aux mains de ses soldats. Quand bien même, quand un monstre est aussi jeune, il s'attache très facilement, qui plus est quand ses parents ne sont plus là. C'est pour ça que je n'ai aucune crainte pour Kimori et Rals. Ils me considèrent comme leur maman depuis que je les ai recueillis. C'est pareil pour toi, non? Ouais, je dirais que t'as une mauvaise influence sur moi. Si je te connaissais pas, ça me serait jamais venu à l'esprit de sauver ce petit gars il y a 2 ans. Beryl lui lança un regard accusateur et Titian la titilla. Hey, maintenant que j'y pense, en fait c'est de ta faute si je me suis tapé ce procès. Mais bon, vu que tu m'as sorti d'affaire, on va dire qu'on est quitte. Et puis, je regrette pas. Titian attrapa Mizugoro à bout de bras, l'arrachant aux papouilles de Beryl et le portant à hauteur de visage. Il offrit un sourire au monstre contrit qui n'appréciait pas d'avoir été retiré ainsi des attentions de sa pourvoyeuse de câlins. Et toi non plus tu regrettes pas, hein? Pour toute réponse, Titian fut arrosé par un jet d'eau contrarié de Mizugoro, ce qui provoqua un éclat de rire moqueur de Beryl. À genoux sur le pont du navire, Titian continua de caresser le crâne de Numaculo sous le regard de Bistre, dont le sentiment de méfiance était quelque peu adouci, malgré les doutes qu'il ressentait toujours quant à la fiabilité de cet homme. Vous semblez avoir une relation de confiance mutuelle avec cette femme. J'ai du mal à croire ça de votre part. Titian ne répondit pas, se contentant de continuer ses attentions envers son monstre avec un sourire et un regard perdu dans ses souvenirs. Ils furent rejoints par K qui s'était lassé de chasser les oiseaux de mer et qui avait remarqué la présence d'un nouveau venu. Numaculo se tourna vers lui avec circonspection, mais la jovialité contagieuse de K lui fit rapidement baisser sa garde, et ils s'éloignèrent pour jouer sur le pont au moment où Magenta les rejoignit à son tour. Votre ami semble en meilleure forme? Oui, et c'est grâce à toi, petit gars. Magenta observa l'homme sans savoir quoi penser. Lui aussi était peu à l'aise après ce qui était arrivé à sa sœur par sa faute. C'était un sentiment étrange qui habitait les Kantoïtes. D'un côté, la colère et le sentiment de trahison, et de l'autre, cette envie ténue mais bien présente de le pardonner.
Vous êtes des gens bien, vous savez. Plaît-il ? Bistre avait répondu en affichant une surprise non feinte suite au compliment inattendu de Titian. Vous auriez très bien pu vous débarrasser de moi une fois qu'on a récupéré l'or de Jasper. Avec cette somme, vous auriez eu aucun mal à trouver un bateau. D'autant plus que je ne me suis jamais excusé pour ce que j'ai fait. Et vous comptez le faire ? Non, je suis pas un homme de regret. Sur le moment, c'était la meilleure solution qui s'offrait à moi pour m'échapper. Et puis, je suis pas quelqu'un de bien. Magenta fronça les sourcils, mais Bistre resta stoïque, fixant le visage de Titian en scrutant ses expressions faciales. Le jeune garçon excédé voulut parler de manière ouvertement virulente, mais Bistre le devança. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien, c'est un fait. Et vous n'êtes pas mauvais pour autant. C'est sympa, mais pourquoi ce relativisme à moitié bienveillant ? Sans vous, nous n'aurions aucune idée d'où se trouvent nos amis. Et en fait, nous serions certainement encore prisonniers d'Orvin. Ou pire. Magenta sembla douter, comme aux prises avec sa dissonance cognitive. Comment tu peux dire ça? Azur a été capturé à cause de lui. Oui, mais sans cela, ce serait aussi notre cas. Je pense que Dorian l'a aussi compris, sinon il n'aurait pas pris le risque de lui refaire confiance. C'est tout à son honneur, et puis ça m'arrange. Bistre leva l'un de ses sourcils broussaillants en réaction, circonspect quant à cette réponse. Le déserteur se releva en époustant ses frusques avant de regarder l'horizon. Vous me donnez une excuse pour revenir à Galar, et comme je vous l'ai dit, j'ai des choses importantes à y faire. Et seul, j'aurais peut-être pas osé courir ce risque. Cela concerne cette femme. Beryl, c'est ça? Oui, comme vous l'avez compris, elle est assez marginale, et elle a à cœur le bien-être des monstres. Elle est comme ça depuis qu'elle est toute petite. Et il y a eu un déclencheur? Un jour, elle s'est perdue dans la forêt de Sleepwood, au sud de chez nous. Elle savait qu'il était interdit d'y aller parce que l'endroit grouillait de monstres et qu'il était facile de s'y perdre, mais elle a toujours été têtue et curieuse. Moi par contre, j'ai pas osé la suivre, même quand j'ai vu qu'elle ne revenait pas. J'en suis voulu à l'époque. Il a attendu toute l'après-midi, et alors que le soleil se couchait et que je m'apprêtais à revenir au village pour prévenir les adultes, elle a refait surface, sortant de la brume à la lisière du bois. Elle a retrouvé son chemin toute seule? Titian secoua la tête par la négative en esquissant un sourire exprimant une sorte d'incrédulité béate. Non, elle a été guidée par un monstre. Bistre et Magenta s'observèrent en silence, curieux d'entendre la suite, et Titian leur coupa l'herbe sous les pieds. N'attendez pas de détails, que je n'en ai pas. Beryl m'a juste raconté qu'elle avait été sauvée par un monstre portant une épée en or dans sa gueule. Mais je l'ai pas vu. Un monstre avec une épée? C'est ridicule. À qui le dites-vous? En fait, c'est une légende de la mythologie de Galar. Je pense que dans la panique, elle a dû avoir une hallucination. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour, elle voue une affection sans borne aux monstres, et elle a dédié sa vie à leur défense. Cette dame a l'air très gentille. Elle est surtout très caractérielle. J'imagine que gentil est un qualificatif valide. Quel rapport avec les raisons de votre retour à Galar? Ah, et me voilà reparti pour une histoire interminable. Allons bon. Notre pays a subi de lourdes transformations ces dernières années. Sous l'impulsion d'Orvin et d'un autre conseiller nommé Galen, une technologie ancienne a été découverte et elle a permis l'industrialisation de notre société à un point inimaginable. Une technologie basée sur les nerfs quartz. La question de Bistre était rhétorique, et son visage sombre exprimait mieux que ses mots le sentiment d'appréhension qu'il éprouvait à l'évocation de l'ancienne civilisation. Oui, il y a d'abord eu pas mal de résistance de la part des conservateurs et des traditionalistes. Mais l'appât du gain et les promesses d'énergie limitée ont eu vite fait de coaliser une majorité de villes derrière Orvin et Galen. En quelques années, Galar a été totalement transformé sous l'impulsion du Conseil des Quatre. Magenta sembla perturbé par l'histoire contée par Titian, comme si ce qu'il disait n'avait aucun sens, et il se tourna alors vers Bistre. Je croyais que la peur de l'Enerquartz était ancrée dans l'esprit des gens. Je le croyais aussi. Titian fit une pause en constatant les mines abasourdies de son auditoire, et il se permit alors une parenthèse. À cause de la Grande Guerre, vous n'êtes pas loin de la vérité. Même si l'Enerquartz s'est mis à couler à flot, personne n'a eu l'idée d'en faire des armes. C'est pourtant pas l'utilité qui manquait. Mais j'imagine que même pour quelqu'un comme Orvin, la peur des armes à Enerquartz reste un tabou vivace. Il a d'autres défauts pour compenser. Oui, mais dans tous les cas, si les armes n'ont pas été à l'ordre du jour, croyez bien qu'une société aussi belliqueuse que la mienne ne pouvait pas ignorer les bénéfices militaires conférés par l'abondance Enerquartz. Les monstres. Bingo! Presque toutes les villes, à commencer par Hickenham, se sont mises à améliorer leurs balles de capture. Nous sommes passés d'une technologie artisanale, extrêmement rare, à un raz-de-marée industriel. Des monstres ont été capturés par centaines de milliers pour servir dans divers domaines. Et en seulement quelques années, la société avait littéralement changé de visage. J'imagine que cela n'était pas du goût de votre ami. C'est un euphémisme.
Elle a plusieurs fois manqué de faire une syncope face au débordement et aux dérives de la capture de masse. Heureusement, grâce à elle et à quelques autres, le Conseil est parvenu à réguler cette explosion débridée. Beryl s'écroula dans le fauteuil de son jardin, semblant exténuée. Elle observa d'un regard vide Mizugoro, Rals et Kimori qui jouaient sur le gazon, tandis que Titian s'installait à côté d'elle. J'imagine que la semaine a été difficile. Pas autant que la tienne. Beryl faisait référence à la tentative de coup d'État évitée il y a quelques jours. Un homme avait littéralement levé une armée de plusieurs centaines de monstres et avait attaqué le palais de Kikonam avec comme objectif d'éliminer le conseil et les représentants pour prendre le pouvoir. Les combats avaient duré plusieurs jours, incluant aussi bien les soldats comme Titian que les conseillers et les citoyens dotés de monstres aptes au combat. La ville avait été littéralement ravagée par les affrontements et tout le monde était encore sous le choc de l'attaque. Comment s'est déroulée la motion d'urgence ? Elle a été votée à l'unanimité. Le conseil s'est mis d'accord sur une limitation du port de monstres à 6 balles simultanées, y compris pour les soldats. Ça m'étonne que Paladon ait accepté ça. Cette mesure limite la puissance militaire de Galar. Tu étais là pendant les combats. Tu as bien vu à quel point la prolifération de balles a rendu notre pays vulnérable au moindre fou furieux extrémiste. Même Paladon peut voir l'intérêt de limiter la puissance de feu accessible à un seul homme. Tu devrais être contente alors, pourquoi tu tires la tronche ? Ça se voit que c'est pas juste la fatigue. On se contente de soigner les symptômes, mais les causes continuent de s'accentuer. Le conseil n'a pas l'intention de ralentir l'exploitation des nerfs quartz, et plus la consommation augmente, plus Shyster se renforce. En quoi c'est un problème ? Les nerfs quartz servent pas que dans la fabrication de balles. Les centrales nous donnent de l'électricité, on a le chauffage en hiver et les rues sont illuminées la nuit. C'est plutôt une bonne chose. Oui, mais je n'ai pas confiance en Galen. Il a le monopole sur le raffinage de l'énergie quartz, et sa prise de pouvoir a été trop brutale après la découverte des ruines et la disparition de l'ancien représentant de Shyster. Toute une histoire. Non seulement le mec devient riche, mais en plus il chope les rênes de la ville. Si j'en avais quelque chose à foutre, je trouverais ça presque suspect. Je sais bien que les histoires de politique ne t'intéressent pas, mais c'est important. Galen s'est coquiné avec le nouveau représentant de Fondrive, un certain Orvin. Et à eux deux, ils profitent de l'influence grandissante de Shyster pour ponctionner une quantité astronomique d'or. Le tout pour mener à bien des projets au mieux flous, au pire carrément obscurs. Tu ne serais pas juste jalouse de ne pas avoir le même budget pour tes hôpitaux à monstres ? Beryl mit un coup de pied à Titian qui poussa un grognement et s'excusa immédiatement de sa pique malvenue. Orvin multiplie les expéditions coloniales ces derniers temps. Ça s'est encore intensifié depuis la découverte de ce site antique à Kalos l'année dernière. Il fait miroiter de nouveaux usages de l'énergie quartz, des technologies perdues et des balles de capture encore plus puissantes. Tout ce qu'il faut pour se mettre Paladon dans la poche. Tu m'envoies navré, mais à part t'écouter, je peux pas t'aider. Je suis qu'un soldat sans influence, tu sais. Beryl sembla pensive l'espace d'un instant. Elle observa leur monstre qui gambadait dans le jardin tout en se tenant le menton. Elle parla alors d'un ton un peu hésitant. Tu peux peut-être faire quelque chose en fait. L'est-il ? Orvin prévoit une expédition pour explorer l'intérieur des terres à Gianconto. Tu pourrais te porter volontaire avec ton unité pour rejoindre sa troupe et garder un œil sur lui. Non merci, j'ai aucune envie de me retrouver sous les ordres de ce type. Fondrive a le taux de perte le plus élevé de la Fédération. J'ose même pas imaginer la dangerosité de ces expéditions. Oui, tu as raison. Je peux pas t'imposer ça, je suis désolée. Beryl parut véritablement abattu et rongé par la culpabilité, ce qui arracha un soupir à Titian qui lui offrit une tape amicale sur le dos. Maintenant que j'y pense, Jasper m'a parlé d'une affaire qu'il veut lancer à Jocanto. C'est peut-être l'occasion de me faire quelques galarions. Magenta écoutait l'histoire avec attention, plongé dans le récit comme l'enfant qu'il était, curieux de ce qu'il se passait par-delà l'océan, et essayant de s'imaginer à quoi ressemblaient les monstres et les villes de Galar. Il avait plusieurs fois interrompu le déserteur pour demander plus de détails, et sa curiosité avait vite pris le pas sur sa méfiance envers lui. Bistre pour sa part se montrait plus réservé. Il ne voyait pas d'un bon œil la politique belliqueuse de ce pays d'envahisseurs, et l'histoire de Titian ne faisait que confirmer ses craintes, en particulier concernant le sort de leurs amis. Vous étiez donc un agent infiltré ? C'est vachement ronflant comme titre pour un simple mouchard, mais on peut dire ça. J'imagine que si vous désirez revenir à Galar, c'est parce que vous avez récolté des informations compromettantes sur Orvin. On ne peut rien vous cacher, papy, même si en vrai, je n'ai pas trouvé grand-chose. Est-ce que vous accepteriez de nous dire ce que vous avez découvert ? Pas beaucoup plus que vous, en fait. Le point principal, c'est qu'il a réduit en esclavage des civils, ce qui est contraire à nos lois. Mais ça, vous le saviez déjà. Il n'y a pas que cela, n'est-ce pas ? Vous êtes du genre tenace, hein ? Allez, vu nos antécédents, ce serait malvenu de ma part de ne pas vous faire confiance. En vrai, je sais pourquoi Orvin voulait capturer ces deux monstres à Jocanto. Magenta se tendit à l'instar de Bistre. Aucun d'eux ne s'attendait à cela, et Titian s'amusa de leur envie de connaître la suite en faisant jouer le suspense.
Enfin, quand je dis pourquoi, c'est juste de manière technique. Je ne connais pas ses objectifs, mais j'ai surpris une conversation avec l'un de ses officiers concernant Latias et Latios. C'est le nom de ces monstres? A priori, c'est une espèce rare, si rare que pour beaucoup, elle est éteinte. C'est la raison pour laquelle Orvin a traversé la moitié du globe pour les trouver. Venez-en aux faits. Mince, vous ne voulez pas me laisser ménager mon effet. Bon, tant pis. Dans les écrits anciens, de nombreux récits font référence à la rosée d'âme que produiraient ces créatures. Ce serait à la base de technologies extrêmement puissantes, et cela pourrait même démultiplier l'énergie produite par les nerfs quartz. Il paraît d'ailleurs que c'est la surexploitation de ce produit qui aurait causé l'extinction de cette espèce. Enfin, selon les historiens. Moi, en vrai, j'en sais foutre rien. Vous pensez qu'Orvin a capturé ces monstres pour récupérer cette rosée d'âme? Mais qu'est-ce que c'est au juste? J'ignore. Tout ce que je sais, c'est que ça a un rapport avec son site de fouille à Cromlac, et qu'Orvin ne mentionne jamais ces deux monstres dans ses rapports. J'ai l'impression que tout cela dépasse le cadre de notre simple village. Et je ne pense pas que ce soit pour le bien commun. C'est pour ça que j'aimerais passer le reste du voyage à vous entraîner au combat de monstres. Enfin, si vous êtes d'accord. Son regard s'était posé plus particulièrement sur Magenta, et celui-ci hocha simplement de la tête. À l'aube, où les âmes enrosées s'éveillent, Latios et Latias murmurent d'une corolle, perlent d'émotion, gouttes d'une étoile. L'azur caresse un rêve, en secret s'envole. Sur le voile céleste, leurs ailes dessinent les échos de leurs songes, douces mélodies, rosée d'âme, mystique et cristalline, lumière tissée entre les cieux infinis. Dans la danse céleste, union de splendeur, Latias danse, Latios souffle d'un frisson. Chaque note suspendue, éphémère lueur, leurs essences éternelles sont à l'unisson. Au crépuscule où les astres tendres s'inclinent, Latias et Latios, étoiles d'une destinée, l'azur devient récit, la nuit leur chapeline, la rosée d'âme en silence contemple l'infini. Azur resta sans bouger à écouter Orvin qui récitait avec emphase le poème tiré de l'un de ses livres. Mais elle ne le faisait pas de bon gré, car elle mourait d'envie de se libérer des entraves qui la maintenaient à sa chaise pour démolir l'homme en face d'elle. Vous semblez contrite, n'appréciez-vous pas l'art? Détachez-moi et vous verrez le genre d'art qui me plaît. Voilà qui est édifiant. Azur se montrait particulièrement exécrable, espérant peut-être inconsciemment que si elle parvenait à se faire détester, son geôlier oublierait le projet de l'épouser de force. Mais fort était de constater qu'il ne semblait pas s'offusquer le moins du monde, et il passait chaque journée de ce voyage infernal à lui tenir compagnie pour tenter de l'éduquer à la culture galaréenne. Tentative pour le moins fructueuse, maintenant qu'il n'y avait plus la menace pesant sur ses amis pour la motiver. Un point que ne manqua pas de remarquer Orvin. Vous ne me ferez pas la grâce de votre bonne volonté, n'est-ce pas? Même pas en rêve, vous pouvez aller vous faire foutre. Je me demande bien quand vous avez appris à être aussi grossière dans ma langue, mais soit. Encore une fois, vous refusez la manière douce. Je me vois donc contraint de changer de méthode. Essayez toujours, jamais je céderai. Je préfère encore la mort que de vous obéir. C'est fort dommage pour ces pauvres villageois, mais j'imagine que leur mort serait effectivement un châtiment des plus appropriés, vu votre manque de coopération.